réunion thématique. Donc, comme je vous ai bonjour à tous et bienvenue. Grande première pour nous. Nous animons cette réunion thématique depuis Lyon avec Alexandre qui nous suit à Poitiers. Donc, cette nouvelle réunion thématique va porter sur les GE non TVA. Voilà, on dédie cette réunion thématique pour essayer d'éclairer et surtout pour rappeler le contexte juridique et fiscal des groupements d'employeurs non assujettis à TVA, avec bien sûr et surtout la participation de Daphné Delbury-Bossé. Bonjour à tous. Voilà, avocate fiscaliste pour CMC Francis Lepers. CMS, voilà, je vais y arriver. Avec qui on a créé un partenariat. Voilà, il nous permet de travailler ce vaste sujet. Donc, je vais la laisser prendre la main puisque c'est elle qui va intervenir. N'hésitez pas à poser des questions via la zone de chat. On essaiera d'avancer point par point pour pouvoir répondre à vos questions. Et puis voilà, bonne réunion thématique à tous. À vous, Daphné. Alors, bonjour à tous. Effectivement, on va parler des GE non TVA. Alors, on va rentrer dans le détail. Je ne vais pas repartir sur le vocabulaire, mais on viendra après. N'hésitez pas à m'interrompre par chat si je vais trop vite ou si vous avez des questions à poser. On va suivre les slides que je vous avais, je pense, sous les yeux. Voilà, donc j'espère que je serai claire, mais franchement, n'hésitez pas à m'interrompre. Alors, pour parler de TVA, en fait, avant de parler de TVA de manière très spécifique, on va parler du contexte fiscal qui entoure les groupements d'employeurs. Voilà. On va essayer de passer les slides au fur et à mesure. On va passer. Je vais peut-être le faire. C'est peut-être plus simple. Cette flèche-là. Voilà. Le contexte juridique, peu importe, on va partir directement sur le contexte fiscal. Donc, le contexte fiscal. Ce qu'il faut comprendre, c'est que pour les groupements d'employeurs, qui sont constitués sous forme d'associations ou de sociétés coopératives, le législateur n'a pas prévu de régime fiscal particulier. Donc, les groupements d'employeurs relèvent du régime de droit commun. Et ce régime de droit commun, c'est le suivant. En fait, les personnes morales, quelle que soit leur forme, sous forme d'association, sous forme de coopérative, sous forme de société commerciale, peu importe, toutes les personnes morales qui se livrent à des opérations de caractère lucratif entrent dans le champ d'application des impôts commerciaux. Alors, je fais un petit point sur la notion de caractère lucratif. Il faut distinguer la notion juridique de la notion fiscale. Quand on dit groupement d'employeurs constitués sous forme associative d'associations qui n'ont pas de caractère lucratif, là c'est au sens juridique du terme. C'est-à-dire que toute association, groupement d'employeurs ou association pour un autre objectif que groupement d'employeurs, n'a pas pour vocation de distribuer des bénéfices à ses associés. C'est en ça qu'on entend n'a pas un caractère lucratif au sens juridique. D'accord ? Autant, les associations, de manière générale, ou groupements d'employeurs, peuvent réaliser des activités qui, sur le plan fiscal, on va qualifier d'activités lucratives. Donc, bien distinguer le caractère non lucratif des associations, groupements d'employeurs et coopératives également, du caractère lucratif que peut avoir certaines activités, c'est dans le sens activités commerciales pour lesquelles le groupement, l'association a le droit de faire des bénéfices, hein, c'est pas un gros mot, on a le droit de faire des bénéfices, mais ces bénéfices ne peuvent pas être distribués aux associés, d'où le caractère non lucratif d'un point de vue juridique. D'accord ? Donc là, on est vraiment sur le plan fiscal. Donc quand je dis toute personne morale qui se livre à des opérations de caractère lucratif entre dans le champ d'application des impôts commerciaux, c'est vraiment au plan fiscal. Entrer dans le champ d'application des impôts commerciaux, l'impôt sur les sociétés, la TVA, la contribution économique territoriale, ça veut dire que le régime de droit commun d'un groupement d'employeurs, associations ou sociétés coopératives, c'est d'être soumis aux impôts. D'accord ? Alors, dit comme ça fait toujours un peu peur. On ne paye de l'impôt sur les sociétés que si on fait des bénéfices, évidemment. Pour la TVA, je vois qu'il y a une question. Non, c'est bon, pardon, j'ai vu des choses qui s'est fait. Pour la TVA, on va en parler, et pour la contribution économique territoriale, ce n'est pas le sujet, mais le droit commun, c'est que vous devez payer de la contribution économique territoriale. Alors, s'agissant de la TVA spécifiquement,
mais aussi de l'impôt sur les sociétés, l'administration, en fait, considère qu'effectivement que les groupements d'employeurs dont l'objet, et c'est leur seul objet, c'est la mise à disposition de personnel, que cette mise à disposition de personnel est une activité commerciale et lucrative par nature. Alors, ce n'est pas inscrit dans la loi, c'est dans la doctrine administrative, ça a été qualifié comme tel. Le fait de mettre à disposition du personnel constitue une activité lucrative. Alors, soit on ne fait pas de bénéfice sur cette activité, parce qu'effectivement, on refacture normalement au coût, enfin au franc le franc, à l'euro, la charge que représente cet employeur. Pour autant, elle a un caractère commercial, et comme telle, elle est soumise, donc là on parle de TVA, elle doit être soumise à TVA. C'est-à-dire que le régime de droit commun, quand un groupement d'employeurs facture une prestation de mise à disposition de personnel, normalement, il doit mettre de la TVA au taux de 20%. Ou une prestation RH. Ou une prestation RH, pardon. C'est pas, oui, il peut y avoir autre chose que la mise à disposition de personnel. Alors on va voir que, donc là c'est le régime de droit commun, vous n'en sortez pas, c'est comme ça, c'est la loi, c'est la doctrine administrative, j'allais dire c'est pas sujet à contentieux, c'est comme ça. Par contre, on va voir qu'il y a certains régimes, soit spécifiques, soit des régimes d'exonération applicables à toutes les personnes morales, j'allais dire pas spécifiquement les groupements d'employeurs, soit des régimes spécifiques d'exonération ou d'atténuation qui s'appliquent aux groupements d'employeurs spécifiquement ou aussi de manière très générale à toute personne morale. Donc la slide suivante reprend ce que je viens de vous dire en fait, avec les références de la doctrine administrative qui spécifie effectivement que les groupements d'employeurs exercent une activité à caractère lucratif et donc sont donc passibles du régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés de la TVA. C'est pour que vous ayez les références des textes si jamais vous en avez besoin. Pardon. C'est celle-ci, voilà, ça donc on en a parlé. Excusez-moi, il faut que je me coordonne. Voilà. Et donc, je vous propose, dans un premier temps, alors en fait, les régimes spécifiques dont on parlait, pardon, en fait, ils sont au nombre de 3. Le premier qu'on va voir, alors je suis désolée, c'est pas présenté dans l'ordre dans les slides, mais bon, on va y arriver. Il y a l'exonération qu'on appelle l'exonération 261B du Code général des impôts, qui exonère les prestations de services rendues à prix cotant aux membres du groupement. C'est la plus générale, elle ne s'applique pas spécifiquement aux groupements d'employeurs ni aux associations, elle s'applique à tous les groupements, que ce soit des groupements d'intérêt économique, des groupements de coopération sanitaire, des groupements de fait. C'est une exonération de TVA générale, voilà. Et les groupements d'employeurs peuvent en bénéficier. Ensuite, on verra le régime de la franchise en bas, c'est-à-dire pour des groupements d'employeurs qui sont donc assujettis à la TVA et redevables, quand leur chiffre d'affaires est en dessous d'un certain seuil, ils peuvent bénéficier d'un régime de franchise en base. Et après, on verra l'exonération particulière qui concerne les groupements d'employeurs agricoles de remplacement. Voilà. Donc, dans l'ordre, on va d'abord voir l'exonération 261B, parce que je pense que c'est celle qui est la plus... Il ne faut pas que je bouge, je vois que le son est super haché, oui. Ne bougez pas trop. Est-ce que là, c'est mieux au niveau du son et au niveau de l'image ou... Ok, mais je ne bouge plus. Enfin, je vais essayer. Bon. Le régime, on fera la franchise en base après, on va parler de l'exonération 261B. Alors, on se remet d'aplomb, ce que je vous disais, les groupements d'employeurs sont soumis à la TVA, donc ils sont assujettis à la TVA. C'est pour ça que je reviens sur ce que tu disais aussi, ce que vous disiez pardon, tout à l'heure en disant les GE non assujettis. C'est un défaut de langage en fait que beaucoup de monde fait. Les groupements d'employeurs sont assujettis à la TVA, mais s'ils bénéficient de l'exonération de l'article 261B, ils ne sont pas redevables de la TVA. D'accord? Donc, c'est une subtile distinction en matière de TVA. Vous êtes assujetti, vous êtes dans le champ d'application de la TVA. Vous réalisez des activités dans le champ d'application, mais si vous bénéficiez, si vous remplissez les conditions d'application de ce fameux article 261B, de cette exonération groupement, comme on va l'appeler, vous ne serez pas redevable. D'accord? Donc l'article 261B du Code général des impôts, qu'est-ce qu'il nous dit? Donc on va le lire ensemble. Les services rendus à leurs adhérents par les groupements, constitués par des personnes physiques ou morales exerçant une activité exonérée de la taxe sur la valeur ajoutée,
ou pour laquelle elles n'ont pas la qualité d'assujetties sont exonérées de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement et exclusivement à la réalisation de ces opérations exonérées ou exclues du champ d'application de la TVA et que les sommes réclamées aux adhérents correspondent exactement à la part leur incombant dans les dépenses communes. Voilà, donc ça c'est l'exonération, on va l'expliquer pour voir comment ça fonctionne, détailler les conditions. Les conséquences liées au bénéfice de cette exonération 261B de TVA, c'est que à partir du moment où effectivement le groupement d'employeurs, quand il facture ses prestations, ne facture pas de TVA, en contrepartie, lui-même ne peut pas récupérer la TVA qu'il supporte sur ses propres achats de biens et prestations et services. D'accord ? Il ne peut pas déduire de TVA. Voilà. Par ailleurs, à partir du moment où une personne morale n'est pas redevable de la TVA, n'acquitte pas de TVA, elle doit acquitter la taxe sur les salaires qu'elle verse à son personnel. C'est les conséquences de l'application de ce régime. Il y a l'histoire du temps calculé, mais ça, vous envoyez un lien. Et on entend Christelle, je crois. Merci de couper vos micros pour ne pas avoir l'écho. Juste un point, parce que ça fait beaucoup de bruit en décembre. Non, parce qu'il y a le module GRH, quand on fait le module GRH, on ne sait pas. C'est connu, non ? Et aussi. Le module application, le module GRH, alors que c'est le nom du module. Je fais juste un point sur la suppression de la tolérance administrative qui figurait dans la doctrine administrative, parce que ça fait beaucoup de bruit chez les groupements d'employeurs, alors qu'en fait, vous n'étiez pas concernés. Donc, je fais juste un point rapide pour remettre les choses à plat. En fait, dans la doctrine administrative, c'est celle qui vient commenter les textes de loi. Voilà. Dans la doctrine administrative, il y avait une tolérance spécifique selon laquelle l'administration admettait d'appliquer l'exonération 261B aux mises à disposition de personnel consenti pour des motifs d'intérêt public ou social, à condition de facturer les services à prix coûtant. En fait, quelque part, cette tolérance permettait à des entités qui ne formaient pas un groupement de bénéficier de l'exonération de TVA 261B. Je vous rappelle, le texte de l'article 261B ne vise que les groupements, les coopérations. Une association forme un groupement avec ses membres. Un GIE forme un groupement avec ses membres. Un groupement de coopération sanitaire forme un groupement avec ses membres. D'accord ? Ou un groupement de fait, c'est-à-dire qu'il y a une convention de coopération, quelque chose de contractuel. Et on avait de temps en temps deux associations qui n'étaient pas membres l'une de l'autre, qui pouvaient se mettre à disposition des salariés ou se rendre des prestations de services à prix coûtant. Et quand ces mises à disposition, ces prestations de services étaient pour des motifs d'intérêt général, d'intérêt public ou des motifs d'intérêt social, l'administration admettait qu'elles pouvaient être facturées hors TVA. On étendait l'exonération de TVA 261B à ces mises à disposition de personnel, on va parler de ça, hors de tout groupement. Et en fait, c'est cette tolérance qui a été remise en cause. Pourquoi ? Parce qu'au niveau européen, la France s'était tapée sur les doigts. On leur a dit, il y a un texte de loi qui est très clair, il vise les groupements, de droit ou de fait, mais en tout cas, il vise les groupements. Et deux entités qui ne font pas partie d'un même groupement ne peuvent pas bénéficier de cette exonération de TVA. C'est pour ça que la tolérance a été, comme on dit, rapportée dans la doctrine administrative, elle a été rayée et elle ne s'applique plus. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de mouvements dans vos groupements d'employeurs, parce que beaucoup de groupements d'employeurs se sont posé la question de savoir s'ils pouvaient toujours bénéficier de cette exonération de TVA. Oui, parce que vous êtes dans le texte de loi. Vous formez avec vos membres un groupement, un vrai groupement, une vraie coopération. Donc vous pouvez toujours bénéficier, sous réserve de remplir les conditions, de cette exonération de TVA sur le fondement des dispositions de l'article 261B. Voilà. J'espère que j'étais un petit peu plus claire sur le sujet. On continue, pardon. Alors, sur les conditions d'application. Donc, on a lu le texte. En fait, pour bénéficier de cette exonération de TVA, il faut que tous les membres du banc exercent soit une activité, soit non assujettis soit non assujettis, soit non redevables de la TVA. C'est-à-dire qu'ils ne payent pas de TVA, on va faire ça. Voilà. Donc, soit totalement, soit, et là c'est plutôt une tolérance du législateur français,
Si jamais ils sont assujettis à TVA, s'ils payent de la TVA sur leurs propres prestations, que ce ne soit pas sur plus de 20% de leur chiffre d'affaires. Donc ça, c'est un point qui est important et qui fait encore beaucoup de débats, il me semble, chez vous, parce qu'on a parlé des GEMIX, etc., etc. Là, le texte de loi, il est clair. Il faut que tous les membres du groupement, sans exception, soient non assujettis ou non redevables de la TVA. Et ça, c'est quelque part pas négociable. D'accord ? C'est comme ça. Par ailleurs, et j'en parle maintenant parce que c'est une condition qui va bientôt être probablement ajoutée dans la loi, l'administration, au niveau européen, parce que le texte de loi de l'article 261b, excusez-moi, est issu d'un texte européen. Vous savez, on dépend de l'Union européenne. La TVA est un impôt qui a été maintenant européen. Le droit européen fixe les règles générales et après les États appliquent dans leur propre pays ces règles générales. D'accord ? Et là, en fait, au niveau européen, la Cour de justice des communautés européennes est venue dire oui, vous les Français, enfin d'autres pays d'ailleurs, mais voilà, on a institué un texte qui est codifié à l'article 132 de la directive TVA qui prévoit cette exonération pour les groupements qui font des prestations de services à destination de leurs membres avec des conditions d'application qui sont strictes. Et vous, dans chacun des États, vous devez vous devez aussi appliquer le texte avec des conditions très strictes. Et une des conditions, c'est que les membres soient exonérés de TVA, tous les membres, et également qu'ils exercent une activité d'intérêt général. Et ce point-là n'a pas été repris en droit français, dans d'autres États pareils. Donc, tous les membres du groupement d'employeurs ne doivent pas être assujettis à la TVA sur leur chiffre d'affaires, ou en tout cas sur moins de 20%. Et en plus, ils doivent aussi réaliser une activité d'intérêt général. D'accord ? Donc, ça veut dire que typiquement, un groupement d'employeurs dont l'un des membres serait par exemple un industriel, je ne sais pas si c'est le cas pour certains des groupements d'employeurs, vous êtes plutôt dans le domaine du social, etc., mais ça peut arriver. Et ben, en principe, en tout cas dans le futur, parce que le texte de loi français n'a pas encore été changé, mais dans le futur, ça sera probablement, ça vous empêchera probablement de bénéficier de l'exonération de TVA. Donc ça, c'est un point à prendre en compte dès maintenant. Quand le texte de loi français sera modifié, parce qu'il sera probablement modifié pour se caler sur le texte de droit européen, mais il faut l'avoir en tête. Voilà. Fin de la parenthèse. On revient sur le régime fiscal des membres. Donc le régime fiscal des membres, voilà, des membres qui ne sont pas assujettis à la TVA. Si l'un des membres du groupement d'employeurs venait à être assujetti à la TVA sur plus de 20% de son chiffre d'affaires, ça empêcherait notre groupement d'employeurs de bénéficier du régime d'exonération de TVA 261b. Pas que pour ce membre, mais pour tous les autres membres. Donc c'est vraiment important. Il faudrait qu'il quitte le GE du coup. Il faut qu'il quitte le GE, exactement. Si on veut garder cette exonération. Exactement, il faut qu'il parte du GE. Et quelque part, le plus simple pour s'assurer, pour s'assurer qu'effectivement vos membres ne soient pas assujettis à la TVA et qu'ils ne viennent pas en fait mettre à plat, vous interdire de bénéficier de l'exonération de TVA, c'est presque de prévoir dans les statuts de l'association, dans la convention constitutive, du groupement d'employeurs, que ne peuvent adhérer que des membres qui ne sont pas assujettis à TVA ou qui sont exonérés, en tout cas qui ne payent pas de TVA sur leur propre activité. Et on pourrait prévoir peut-être qu'à partir du moment où ils le soient, qu'ils indiquent au GE qu'ils ne bénéficient, que c'est pareil, comment ça, il faudrait le prévoir dans les statuts. Il faut prévoir dans les statuts, il faut en parler effectivement avec vos membres, leur rappeler régulièrement, peut-être faire un point chaque début d'année en disant est-ce que votre statut, est-ce que vos activités ont évolué, est-ce que votre taux d'assujettissement, on va parler de taux d'assujettissement à TVA a évolué, vous êtes passé au-dessus des 20%, enfin 20%, pas le taux de TVA, pardon, mais la limite pour laquelle vous serez considéré assujetti, non assujetti pour les besoins de l'article 261b. Après, voilà, vous pouvez mettre en place des procédures comme ça, mais ça relève de la responsabilité de vos membres de, quelque part, se retirer du groupement d'employeurs si effectivement ils ne remplissent pas les conditions. Parce que sinon, c'est tous les autres membres qui vont être pénalisés parce qu'ils devront être facturés par le groupement avec de la TVA. Oui. Donc, c'est vraiment un point qui est assez essentiel. Excusez-moi, il n'y a pas de document qui permet au GE de s'assurer de manière formelle, ça peut marcher que sur la bonne foi des adhérents. Après, est-ce qu'il a le droit d'exiger, j'allais dire,
s'ils font des déclarations de résultats, la déclaration de résultats, et effectivement, il aura les données. Il sera capable entre le chiffre d'affaires et le montant de TVA collecté, il verra s'il y a plus ou moins 20%. Voilà. Après, c'est être un peu intrusif dans ce qu'ils peuvent demander aux membres. Donc non, je pense que c'est plutôt aux membres, effectivement, de mettre en place un process peut-être tous les ans pour s'assurer, effectivement, et demander aux membres, par un questionnaire, de dire où ils en sont d'un point de vue TVA. Après, ce qu'il faut voir, c'est que chacun des membres peut aussi exercer différentes activités, certaines pour lesquelles ils sont redevables de la TVA, d'autres pour lesquelles ils ne sont pas redevables de la TVA. Dans ce cas-là, ils ont ce qu'on appelle des secteurs distincts d'activité. Et donc, il peut y avoir un secteur d'activité pour lequel ils sont assujettis redevables de la TVA à 100%, et un autre pour lequel ils sont complètement exonérés. Et en fait, ils ont le droit d'adhérer à un groupement d'employeurs uniquement pour leur secteur distinct d'activité exonéré. Dans ce cas-là, ça fonctionne. C'est-à-dire que ce membre, effectivement, pour une de ses activités, il sera à 100% TVA, mais pour l'autre activité, il sera exonéré de TVA. Et bien, au titre de cette activité, il peut dire qu'il adhère au groupement. Voilà. Donc, en fait, il faut spécifier au moment de l'adhésion, en disant, voilà, moi, j'adhère pour mon secteur distinct d'activité, mais il faut aussi que dans sa comptabilité, à ce membre-là, il ait une comptabilité analytique, et dans sa comptabilité, il sépare bien, quelque part, les deux activités. L'activité exonérée et l'activité imposable à la TVA. De toute façon, pour bénéficier du secteur distinct des activités, lui-même pour avoir droit à ce régime, c'est quelque part, c'est de fait, hein, on ne le réclame pas, mais pour qu'on lui reconnaisse deux secteurs distincts d'activité, sa comptabilité doit traduire séparément les deux activités. Donc, je répète, un membre qui a des secteurs distincts d'activité peut adhérer à un groupement d'employeurs pour son activité exonérée de TVA. Et dans ce cas-là, effectivement, le groupement facturera à ce membre son activité de prestation, mais facturera l'activité exonérée de TVA. D'accord ? Et corrélativement, effectivement, si jamais le groupement réalise des prestations pour le secteur d'activité taxable de ce membre, dans ce cas-là, il appliquera de la TVA comme si c'était à un tiers, tout bêtement. Voilà, donc ce que je vous ai mis dans les slides là, même si le pourcentage des recettes taxables par rapport aux recettes totales est supérieur à 20%, voilà, les assujettis peuvent néanmoins adhérer à un groupement au titre du secteur exonéré, dès lors que le secteur remplit les conditions requises. Donc c'est assez, j'allais dire technique, parce que tout le monde ne connaît pas les secteurs distincts d'activité, etc. Mais voilà, ça permet d'avoir une certaine, j'aime pas trop ce terme que vous utilisez souvent, mais parce que voilà, ça laisse penser il faut quand même que les choses soient clairement établies déjà dans la comptabilité du membre, que le membre adhère pour son activité exonérée et que quand le groupement facture ce membre-là, ça soit au titre de son secteur distinct d'activité exonéré. Et il faut qu'on puisse tracer en comptabilité, sur la facture, etc., ces éléments-là. Ensuite, autre condition. Vous me dites si vous voulez qu'on fasse une pause déjà sur la qualité des membres, ou s'il y a des questions, pas des questions, si on peut continuer d'avancer. Je fais une petite pause pour vous laisser le temps de réagir. Alors, comment savoir si un adhérent est bien d'intérêt général? Alors, en fait, les activités d'intérêt général, effectivement, pour l'instant, elles ne sont pas encore en droit français, inscrites comme telles en droit français, mais en tout cas, au niveau européen, elles sont inscrites dans le texte, dans l'article 132. Donc, j'ai plus tout en tête, mais pour faire simple, les activités d'intérêt général, c'est toutes les activités sociales, sanitaires, les activités d'enseignement. Voilà, essentiellement, c'est ça, toutes les activités qui relèvent de cette sphère, enseignement, sportive également, elles y sont. Ça fait partie du social. Voilà. Donc, et comme vous le disiez, c'est pas encore inscrit en fait, au niveau français. Non, c'est pas inscrit au niveau français dans le sens où, par rapport à l'article 261B, dans l'article 261B, il n'est pas dit que les membres doivent avoir une activité d'intérêt général. Par contre, dans l'article européen qui crée ce régime, ça inscrit en disant les membres doivent avoir cette activité d'intérêt général. Et quelque part, l'activité d'intérêt général, c'est l'activité dont relèvent quasiment toutes les associations qui évoluent dans les secteurs du social et du sanitaire en France. Donc ça, ce sont des activités d'intérêt général. Mais typiquement,
d'ailleurs c'est pour ça qu'il y a eu des arrêts au niveau de la Cour de justice des communautés européennes, ce régime de l'article 261b, il était utilisé par les banques et les assurances. Et là, ils ont dit, le secteur bancaire et le secteur des assurances, ce n'est pas de l'intérêt général. Hein. Et donc, les pays dans lesquels l'exonération de TVA groupement, elle s'appelle 261B en France, mais dans les autres pays européens, elle a un autre nom, on leur a dit non, vos banques et vos assurances, elles ne peuvent pas bénéficier du régime d'exonération parce que ce n'est pas une activité d'intérêt général. Donc, chacun des États, sous c'est sa responsabilité de limiter l'application du régime d'exonération TVA groupement aux activités des membres d'intérêt général. Donc, le législateur français va devoir, lui, également, modifier son texte pour le restreindre aux membres qui ont une activité d'intérêt général. Voilà. Alors, il y a une autre question. Et l'activité non lucrative artistique en général est-elle d'intérêt général? Alors, oui, alors artistique en général, ça fait partie, j'allais dire, alors c'est un peu trop général notre question. Voilà, artistique en général, c'est effectivement, alors je pense à la danse par exemple. La danse, pour moi, c'est dans le cadre du sport, donc oui, ça va être d'intérêt général. Ok. Après, est-ce qu'un cours de dessin, une association qui fait des cours de dessin va être d'intérêt général? Généralement, ça fait partie du culturel. Donc je dirais pas artistique, mais on va le mettre dans le culturel. Le culturel fait partie de l'intérêt général. On va considérer que oui. Après, je pense que effectivement, ça va être du cas par cas à chaque fois. Et puis l'intérêt général, de manière plus globale, il est aussi reconnu quand c'est une activité, par exemple, culturelle. On permet à certaines populations, justement, de pouvoir faire cette activité culturelle parce que les prix pour faire cette activité sont beaucoup plus bas qu'ils ne sont dans le secteur, j'allais dire, privé et pas associatif. Donc l'intérêt général, ce n'est pas que l'activité, c'est aussi la manière dont on permet d'avoir accès à l'activité en tant que telle. D'accord ? C'est vraiment l'intérêt général comme on entend en France au sens associatif du terme. Voilà. D'autres questions? De rien. Alors ensuite, conditions relatives à la nature et à l'utilisation des services rendus aux membres par le groupement. Ce que nous dit le texte de loi, c'est que seules les prestations de services utilisées affectées à la réalisation des opérations exonérées des membres peuvent être elles-mêmes exonérées. Donc ça veut dire quoi ça? Ça veut dire déjà, pardon, excusez-moi, c'est pas bien. Ça veut dire déjà que, alors de par la loi, les GE sont contraints de rendre des services qu'à leurs adhérents. Enfin, c'est pas le texte de loi spécifique 261B, c'est dans le code du travail. Donc les groupements d'employeurs ne rendent des services qu'à leurs adhérents. Les services qui sont rendus donc, par les groupements d'employeurs à leurs adhérents doivent être directement nécessaires à l'exercice des activités professionnelles de leurs adhérents. Ça veut déjà dire ça. C'est-à-dire qu'on ne peut pas mettre, par exemple, à disposition ou rendre une prestation de service RH à un membre du groupement d'employeurs, mais pour les besoins privés des adhérents. Il faut que ça soit pour les besoins de leur propre activité. D'accord ? Donc, le besoin privé des adhérents, c'est-à-dire, par exemple, tiens, il y a un adhérent qui a un président, on va parler d'un président, qui a besoin de trouver un personnel de maison. Nous, j'en sais rien, moi, une dame de ménage, etc. Du recrutement, le groupement d'employeurs ne peut pas rendre un service de mise à disposition de personnel pour ce besoin privé. Dans ce cas-là, ça ne fonctionne pas. Il faut que ça soit pour les besoins de l'activité exonérée du membre. Donc ça, c'est très important. Et dans le cas où justement le membre, la structure cherche à recruter quelqu'un et fait appel au groupement d'employeurs, même dans le cadre du 261B, ça peut être de la mise à disposition, mais ça peut être aussi, comme j'ai deux objets, ça peut être aussi de la prestation RH. Le prix coûtant va gérer ce deuxième. Oui, ça peut être une autre prestation. L'article 261B il concerne toutes les prestations de service. Aucune livraison de biens, donc c'est toutes les prestations de service. Il n'y a pas de définition de la prestation de service en tant que telle, c'est un service. Donc effectivement, pour les groupements d'employeurs, le premier service, c'est de la mise à disposition de personnel, mais également un service, une prestation RH, c'est du recrutement,
c'est de la formation, voilà, des textes de loi, des choses comme ça. Faire les voilà, ça pas de problème. Après, il faut effectivement que toutes les prestations rendent des conditions, notamment qu'elles soient rendues à prix coûtant. On y viendra après. Les services, donc on a dit voilà, les services rendus par les groupements doivent être directement nécessaires à l'exercice des activités professionnelles de leurs adhérents, on l'a vu. Et par ailleurs, les services rendus aux adhérents ne doivent être utilisés par ceux-ci que pour la réalisation d'opérations ne donnant pas lieu au paiement de la TVA. Typiquement, effectivement, un groupement qui a deux activités. On l'a vu, par exemple, il adhère au groupement pour son activité exonérée de TVA, secteur distinct, puis à côté, il a une activité soumise à TVA. Il bénéficie effectivement d'une mise à disposition d'un groupement d'employeurs, donc mise à disposition d'un salarié. Ce salarié doit être utilisé pour l'activité exonérée ou assujettie sur moins de 20% du chiffre d'affaires du membre, mais pas pour l'activité qui serait éventuellement soumise à TVA, complètement soumise à TVA et qui serait dans un secteur distinct. Donc ce salarié ne doit être utilisé que pour l'activité exonérée. D'accord ? Donc ça, c'est très important. Alors, ça, c'est le texte de loi. Après, l'administration française est venue apporter un petit bémol dans son interprétation, ce qui permet d'avoir un petit peu de souplesse. L'administration estime que cette condition doit être appréciée avec largeur de vue, elle l'a écrit textuellement dans sa doctrine, et qu'il convient d'accorder l'exonération au titre des services qui sont essentiellement destinés à la réalisation d'opérations échappant à l'imposition. D'accord ? Donc, l'administration française est un petit peu plus large en disant, ben voilà, effectivement, si ce salarié est mis à disposition et vous l'utilisez pour une activité exonérée de manière générale, mais qui, en même temps, ces services peuvent servir l'activité non exonérée, c'est pas grave. Typiquement, on va prendre un exemple concret. Alors, je ne vais pas parler pour les groupements d'employeurs, mais un autre exemple, par exemple, un groupement d'intérêt économique, c'est un groupement dont les membres sont par exemple, des laboratoires de biologie médicale. Les laboratoires de biologie médicale, ils exercent une activité qui est complètement exonérée de TVA. Quand vous allez vous faire prendre du sang, on vous facture une prestation, elle n'a pas de TVA dessus, c'est exonéré de TVA. Donc, ce sont des sociétés commerciales qui ont une activité totalement exonérée de TVA. Et bien, souvent, ces laboratoires de biologie médicale, ils adhèrent à un groupement d'intérêt économique qui va, en son sein, réaliser des prestations comptables, des prestations RH, des prestations financières, voilà, à destination des membres. Et ben, on va réaliser par exemple une prestation de comptabilité, tous les ans ils vont voir leur compte, etc. C'est une prestation qu'elle va facturer à son membre. Effectivement, ce membre-là, cette prestation comptable, c'est pour son activité de biologie médicale exonérée, mais à côté de sa biologie médicale, par exemple, il va peut-être faire des analyses vétérinaires qui, elles, ne sont pas exonérées de TVA. D'accord ? Mais la prestation comptable, elle va servir et pour l'activité exonérée et pour la prestation vétérinaire, parce que, par exemple, c'est une revue du bilan à la fin de l'année. Voilà, c'est de manière très générale. Donc, dans ce cadre-là, effectivement, c'est un service qui est essentiellement pour les activités exonérées qui représentent 3/4, voire 95% de l'activité du laboratoire, et puis un tout petit peu aussi pour l'activité voilà, sur les prélèvements vétérinaires qui, elle, est une activité taxable, mais voilà, ça reste à la marge. Donc l'administration, dans ce cas-là, elle dit, voilà, bah, si cette activité, c'est essentiellement pour l'activité exonérée, moi, j'accepte, pas de souci. C'est difficile à quantifier. C'est difficile à quantifier, mais voilà, l'administration française aujourd'hui, elle le dit, elle accepte l'application de cette condition avec largeur de vue. Donc on est à peu près tranquille. Par contre, c'est ce que je vous ai mis dans les slides et je vous ai mis là, voilà, la Cour de justice des communautés européennes est venue par des arrêts également limiter l'application, donc c'est des arrêts assez récents, et elle est venue dire en fait, elle est venue préciser que les services rendus par un groupement dont les membres exercent également des activités imposables, donc peuvent bénéficier de cette exonération, mais seulement dans la mesure où ces services sont directement nécessaires pour les activités exonérées des 10 membres ou pour lesquels ils n'ont pas l'activité d'assujetti. Donc en fait, ce que vient de dire la Cour de justice, c'est que vous pouvez avoir des membres qui exercent une activité taxable, mais sur moins de 20% de leur chiffre d'affaires, ou dans le cadre d'un secteur distinct d'activité. Mais dans ce cas-là, les services que vous facturez aux membres, donc vous facturez un service qui va servir aux deux activités, et exonérée et taxable, mais celle qui est pour le secteur exonéré, elle sera exonérée,
celle qui est pour secteur taxable, elle doit être taxable et vous devez la taxer, vous devez appliquer de la TVA. Donc en France, aujourd'hui, la doctrine dit c'est pas grave, si le service il est essentiellement pour l'activité exonérée, le service est complètement exonéré, il n'y a pas de TVA sur votre facturation, zéro. Et la Cour de justice, elle dit un peu différemment, on va faire différemment. Ce qui sert vraiment au service exonéré, c'est exonéré. Ce qui ne sert pas au service exonéré, c'est taxable. Donc, si l'activité taxable de votre membre, elle représente 10%, eh ben, il y a 10% de votre service qui devra être taxé à la TVA. Et ça ne reviendra pas contaminé, il y aura Non, et ça ne reviendra pas contaminé parce qu'une fois de plus, à la base, c'est un membre qui est assujetti ou non assujetti, ou assujetti sur moins de 20% de son chiffre d'affaires ou qui a un secteur exonéré. Donc, je sais que c'est complexe, que ce n'est pas évident de vous dire, elle est rigolote celle-ci, mais nous, on n'est pas là on n'arrive pas à gérer le régime TVA de nos membres. Pour autant, voilà, les dispositions sont claires. Il faut faire attention parce que l'administration est en droit quand même d'aller vous contrôler, de regarder comment est appliquée cette exonération. Je fais une petite pause. Je n'ai pas bien... Alors, Christelle, si tu peux préciser ce que tu n'as pas compris. Ah, c'était peut-être sur le... N'hésitez pas à poser des questions. On vous laisse le temps. Hein. Regardez les... Pas de questions, sinon je continue. Ah, ça arrive. Ah, pardon. Alors, dans ces cas, alors, les dispositions. La CGE, pour l'instant, c'est le droit français. Aujourd'hui, le droit français n'a pas bougé, le texte du 261B n'a pas bougé, donc on applique le droit et interprété par la doctrine administrative tel qu'il existe aujourd'hui. Les dispositions de la CGE, les décisions de la Cour de justice des communautés européennes qui sont venues recadrer un peu les États. Alors, au cas particulier, les décisions, elles concernaient l'État néerlandais, de mémoire, en disant votre régime n'est pas adapté, attention, les conditions d'application de l'exonération sont strictes, donc recadrez votre régime en droit interne. En fait, c'est quelque part, c'est un signal qui a été envoyé à tout l'État de dire attention, et si vos droits internes sont trop larges, trop laxistes dans les conditions d'application du régime, vous devez les recentrer. Donc ça veut dire que l'État français va devoir, dans un futur moyen terme, on va dire, modifier sa législation. Tant qu'il ne l'a pas fait, c'est le droit tel qu'il est écrit aujourd'hui qui prévaut. Donc aujourd'hui, la doctrine administrative dit on écorde l'exonération au titre des services qui sont essentiellement destinés à la réalisation d'opérations échappant à la position, on reste là-dessus. Mais probablement, dans une année et demie, on recentrera, le législateur français recentrera son régime en fonction de ce que l'Union européenne lui aura dit. Voilà. Donc, c'est pour que, de votre côté, il faut que vous ayez ces notions en tête pour déjà être attentif à quand va être modifiée la loi et qu'à partir de là, vous soyez capable effectivement d'identifier parmi vos membres ceux qui sont complètement exonérés, non assujettis ou non redevables de TVA, là, on n'a pas de souci. Et pour ceux qui exercent une activité, on a perdu la liaison. Oui. Non, pourquoi on est en... Ouais, mais là, il m'a envoyé un message, vous n'êtes plus connecté. De ce côté, c'est OK. C'est OK pour vous? C'est OK, on continue. Je vous entends et vous vois toujours. Ah, d'accord. Ah, OK, bon, Bon, voilà, c'est revenu, c'est parti. Donc, du coup, je ne sais plus où j'en étais. Voilà, donc voilà, le but, effectivement, quand je vous parle de la CGE, enfin des décisions de la CGE qui ne sont pas encore d'application, effectivement, qui n'ont pas été encore traduites dans le droit français, voilà, c'est plutôt pour que vous l'ayez en tête. Mais on ne peut pas les laisser de côté. Non, ça pèse quand même sur. Il ne faut pas les laisser de côté. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, elles ne s'appliquent pas, clairement. On a cette tolérance administrative sur cette condition-là, donc tant mieux. Mais il faut être attentif à l'évolution du texte dans un futur assez proche, pour que par la suite, vous puissiez vous adapter. Et ce qui peut être intéressant, c'est effectivement de sensibiliser vos membres en leur disant, écoutez, voilà,
Nous, si vous voulez continuer, si on veut continuer à vous faire bénéficier de cette exonération de TVA 261B, non seulement il faut qu'on soit carré sur votre propre régime TVA, donc que vous soyez non assujetti, non redevable. Si vous l'êtes pour partie de votre activité, c'est soit c'est effectivement pour moins de 20% de votre chiffre d'affaires, ok. Par contre, si c'est plus, il faut créer des secteurs distincts d'activité si c'est possible. Et nous, il faudra potentiellement, vous adaptiez votre facturation en fonction du régime TVA de vos membres. Alors c'est vrai que ça implique une certaine gestion. Je ne me rends pas tellement compte, mais j'imagine qu'il y a certains groupements qui ont beaucoup de membres, que ce que je suis en train de vous dire, ça vous paraît complètement impossible à mettre en œuvre. C'est pour ça qu'il y a eu toute une réflexion qu'on a eue aussi avec le CRGE de se dire, voilà, il faut peut-être faire des GE avec des membres complètement exonérés, et puis d'autres avec des membres qui n'arrivent pas à gérer leur, ou ont un petit peu de TVA, etc., pour lesquels c'est trop compliqué, où on facturera de la TVA. Pour simplifier, je ne sais pas, mais en tout cas, voilà, il faut que vous soyez attentifs à ces aspects-là, parce que des contrôles sur ces sujets-là, peut-être pas chez les groupements d'employeurs, mais en tout cas dans le, dans le monde hors groupement d'employeurs, sur les groupements dont je vous parlais par exemple tout à l'heure, des groupements d'intérêt économique avec des membres typiquement des sociétés de biologie médicale. Alors c'est pas le même monde, je suis d'accord, mais on en a tous les jours. Et tous les jours, il y en a qui se font retoquer parce qu'ils exonèrent TVA leurs prestations à destination des membres. Et en fait, les conditions ne sont pas du tout réunies. Et voilà, donc c'est fait un peu en dépit du bon sens, n'importe comment. Voilà. Ça existe et ça fait mal quand on doit rajouter 20% sur de la facturation sans passer. Voilà, donc c'est vraiment pour vous alerter. On continue. Alors ensuite, une autre condition qui est importante, c'est une condition relative aux modalités de rémunération des services rendus par le groupement. De manière très simple, voilà. Aucune marge doit être réalisée et le montant des sommes réclamées doit correspondre exactement aux dépenses occasionnées par les services rendus. Et encore même plus loin, c'est-à-dire que ça doit correspondre exactement aux dépenses occasionnées et chacun des membres ne doit se voir facturer que les coûts correspondant au service qu'il a utilisé. Donc non seulement le groupement d'employeurs doit facturer toutes ces dépenses occasionnées pour la mise à disposition ou les différents services, voilà, mais que ces dépenses, il ne doit pas ajouter plus 2, plus 3, plus 4% de marge, voilà. Mais en plus, il doit bien faire attention de ne facturer à chacun des membres que ce que chacun des membres a, consommé. Voilà. Et donc du coup, ça nécessite effectivement, alors soit si on a deux membres, quand c'est de la mise à disposition de personnel et qu'on sait que ce salarié-là, il a été utilisé à 50% par un membre, voilà, on sait qu'à hauteur de 50%, la facturation ira sur ce membre-là. Des fois, c'est moins évident de savoir qui a utilisé le service, comment répartir la personne, comment répartir les services RH. Dans ce cas-là, l'administration accepte qu'on utilise des clés de répartition. Voilà. Les clés de répartition qui peuvent être le chiffre d'affaires des membres, qui peuvent être, quand c'est des services informatiques, c'est pas ce que vous rendez, mais les services informatiques, ça peut être en fonction des postes informatiques utilisés, etc. Voilà, donc on peut utiliser des clés de répartition. Généralement, dans le cadre de la mise à disposition, c'est par rapport au temps de travail. Oui, c'est du temps de travail, exactement. Voilà. Oui, c'est ce que je vous dis, c'est quand c'est de la mise à disposition, voilà, on l'a utilisé à 50% pour un membre, c'est le temps de travail dont je parle. Là, du coup, je vois la question de Christelle qui dit le coût des CP et par exemple des 13e mois. Quand on parle de prix coûtant, et comme la prestation, c'est du temps de travail, donc du salaire brut chargé. On est d'accord que dans le prix coûtant, c'est vraiment tout ce que coûte le salarié. Exactement, y compris congés payés, y compris les 13e mois. Voilà, exactement. Et qui dit clé de répartition dit compte analytique avec répartition des frais indirects. Donc, exactement. Vous êtes, quand on est en groupement comme ça, 261B, on est presque obligé d'avoir cette comptabilité analytique pour identifier les coûts, les charges. Premier point, et après identifier effectivement, soit c'est effectivement de la charge qu'on peut directement attribuer à un membre, donc dans ce cas-là on va repartir directement, soit c'est effectivement de la charge qui est un peu plus indirecte ou un peu plus générale, et dans ce cas-là c'est là où on peut utiliser ces fameuses clés de répartition. D'accord. Oui, du coup dans le cadre de la mise à disposition, donc on facture à l'adhérence qu'il a utilisé en termes de temps, et au niveau des frais généraux et autres, ensuite comme vous dites, on met en place une clé de répartition. Exactement. On pourrait clairement aussi la répartir par rapport au prorata du temps de travail aussi. Du temps de travail, etc. Oui. Donc, il faut juste que la clé de répartition, effectivement, soit logique par rapport au service en question.
Voilà, donc c'est du temps de travail, c'est une répartition sur le chiffre d'affaires, sur les postes informatiques. Quand on loue des locaux, c'est pas votre cas, mais ça va être sur les mètres carrés. Voilà, pour que ça soit une certaine logique par rapport à la prestation qui est rendue. Et juste une question, puisque les groupements sont aussi amenés à faire de la prestation RH, par exemple une prestation de recrutement. Elle va servir à tous les. Voilà. Cette prestation RH, effectivement, ça va être recruter un salarié qui va être mis à disposition de différents, je vais y arriver, membres. On va dire, voilà, par exemple, moi, j'ai 3 membres. Avec un des membres, je fais 70% de mon chiffre d'affaires des prestations. Les 2 autres, c'est un 10 et l'autre 20. C'est mon chiffre d'affaires avec ces membres-là. Je vais répartir ma prestation RH, mes coûts de prestation RH, 70% d'un côté, 10%, 20%. Ça peut être une des clés de répartition comme ça. Voilà. Et ça, l'administration l'accepte à partir du moment où, effectivement, on exprime clairement la clé utilisée et qu'on est capable de suivre, effectivement, après en disant, voilà, mes coûts RH, je les ai identifiés dans ma compta. C'est le temps de travail d'une personne qui a été faire passer les entretiens, qui s'est déplacé à tel endroit, qui a rédigé le contrat, etc. Donc ça, j'ai identifié mes coûts. Ces coûts-là, pour les répartir à mes différents membres, comme c'est de la charge, c'est-à-dire effectivement directe et qui a servi à tout le monde, j'utilise la clé qu'on aura prédéfinie et je facture en fonction de cette clé-là. Il faut vraiment une gestion stricte, quoi. C'est à ça que sert la comptabilité analytique. Oui. Une comptabilité analytique, elle est indispensable quand on peut bénéficier de cette exonération. Voilà, alors elle est indispensable. Voilà, quand vous avez plusieurs membres et que c'est pas que de la mise à disposition pure, mais il y a également des coûts indirects, c'est important de le faire. Mais également, je veux dire, dans vos coûts indirects, je veux dire, vous pouvez, parce que effectivement, il y a de la mise à disposition de personnel, mais de manière générale, un groupement d'employeurs, quand on dit la prestation RH, c'est toute l'infrastructure qui va vous permet aux membres de bénéficier de salariés. Donc, les coûts des locaux utilisés aussi par le groupement d'employeurs, il peut être facturé dans le cadre de la prestation globale de groupement d'employeurs. Okay, on refacture à l'euro, toujours à l'euro. On refacture également, on est obligé de refacturer le coût d'un employé, enfin le coût des employés à l'euro, c'est les charges sociales, le salaire, etc. Mais toutes les autres dépenses suivies par le groupement d'employeurs et qui servent aux membres, et donc notamment vos coûts de location de locaux, peuvent se retrouver dans votre vous l'appelez comme vous voulez, mais dans votre prestation RH, etc. Donc vous pouvez la facturer en disant, moi mes locaux, ça me coûte tant par an, mais ces locaux, effectivement, je les loue pour les besoins de mon activité, et donc effectivement, il faut bien que vous viviez. Donc vous les facturez sans marge, toujours, attention, mais voilà, vous les facturez. Et donc là, j'en viens à la question, là, le temps de travail des permanents, c'est l'équipe permanente en fait du groupement d'employeurs qui gère le groupement, qui ne sont pas mis à disposition. Donc c'est pareil, leur salaire. Permanents, c'est ça. C'est ça, c'est comme. C'est les frais généraux. C'est vos frais de locaux, c'est les frais des permanents, c'est tous ces frais indirects, l'électricité, etc., qui permet à votre association de fonctionner et de vivre. Ces frais-là, effectivement, c'est comme quand vous êtes une entreprise classique, tous ces frais généraux, quand elle refacture, ou quand elle marche sur autre chose, mais quand ça se retrouve dans le prix de ces ventes ou ces prestations de services. Donc vous, de la même manière, toutes les dépenses quelque part occasionnées pour le groupement, quand c'est dans l'intérêt de ses membres, pour les besoins de son activité, et son activité, c'est de mettre à disposition du personnel à ses membres, vous les refacturez dans vos prestations RH. Voilà. Tout simplement. Mais une fois de plus, sans marger. C'est-à-dire que si quelque part, on se retrouve... Alors, sans marger. Je ne dis pas que vous n'avez pas le droit de faire de bénéfices, mais dans ce cas-là, effectivement, sur une prestation donnée, si vous la facturez avec une marge, vous ne serez plus dans le 261B. Oui, parce que je suis peut-être un peu trop générale, excusez-moi. Il y a 2 choses à distinguer. Typiquement, vous pourriez très bien, un groupement peut très bien dire, je fais une prestation RH à côté de la mise à disposition de personnel. C'est ça aussi. La mise à disposition de personnel, de toute façon, quand on facture un salarié à un membre, de par la loi, de toute façon, ça n'a pas le droit d'être lucratif, on n'a pas le droit de faire de la marge. Donc, de toute façon, vous facturez toujours vos salariés que vous mettez à disposition à prix coûtant. Dans le cadre du 261, mais dans le cadre de par la loi déjà, généralement, on ne peut pas faire de mise à disposition de personnel à titre lucratif. Voilà. Mais également pour bénéficier du 261B, de toute façon, il faut faire une facturation à l'euro. Pour autant, un groupement d'employeurs pourrait très bien dire, ça, j'ai ma mise à disposition que je facture d'un côté, et à côté, je facture des prestations de services, RH, etc.
Le groupement, a le droit de dire, moi, pour cette prestation de service, je marge, je veux me faire un petit bénéfice parce que pour couvrir d'autres choses, des manifestations, des choses que je ne refacture pas, parce que ce n'est pas dans l'intérêt de mes membres, mais j'ai le droit effectivement quand même de marger. Mais dans ce cas-là, cette prestation-là, qui sera différente de la mise à disposition de personnel, il faudra qu'elle supporte de la TVA parce qu'elle ne remplira pas les conditions. Si vous voulez, ce qu'il faut bien comprendre sur l'article 261B, c'est qu'on va regarder prestation par prestation. D'accord? Donc, pour cette prestation-là, de mise à disposition de personnel, vous ne margez pas. Mais pour la prestation, des prestations qui peuvent être hautes, vous avez le droit de faire du bénéfice et de marger un petit peu. Mais vous ne serez pas dans ce cas-là pour la prestation sur laquelle vous avez mis la marque dans l'article 261. Et ça contamine ou pas? Non, est-ce que ça ne contamine pas? Par exemple, pourquoi je creuse un peu le sujet, parce que, donc, comme je dis, les groupements d'employeurs font de la mise à disposition et peuvent aussi réaliser des prestations RH pour leurs membres. Typiquement, un salarié permanent du GE va se rendre chez l'adhérent pour mettre à jour son document unique. Et que donc il rentre dans ce cadre-là et donc il veut facturer cette prestation RH puisque c'est dans leur objet aussi. Ils ont ces deux objets. Ils veulent facturer la réalisation et puis le cadrage de ce document unique pour son adhérent. Donc dans cette histoire de prix coûtant. Donc si j'ai bien compris, sur cette prestation-là, comme vous venez de dire, il pourrait réaliser une marge. Alors, il pourrait réagir. Voilà, parce qu'on peut distinguer parmi les services ceux sur lesquels on souhaite ou on peut appliquer l'article 261B, et volontairement, on peut dire, bah voilà, nous, si on veut appliquer une marge sur un service, parce qu'on a le droit de le faire, de manière générale, mais par contre, vous sortirez pour ce service-là de l'exonération de TVA. Donc, vous la facturerez avec TVA. Voilà. Ça, vous pouvez le faire sans problème. Et ça ne contaminera, ça ne reviendra pas remettre en cause le bénéfice de l'exonération. Parce qu'une fois de plus, quand on revient sur... on part en arrière sur le texte de l'article 261B. Je vais me remettre dessus. Tac, tac, tac. Et là, on dit bien les services rendus à leurs adhérents par les groupements, ou constitués par des personnes exerçant une activité exonérée, etc., sont exonérés de cette taxe à la condition qu'ils concourent directement. Une fois de plus, c'est un choix de se mettre sous cette exonération. Et donc, c'est les services rendus à leurs adhérents par les groupements. S'il y a un service parmi les services rendus aux membres par les groupements qui ne remplit pas les conditions, eh bien, ce service ne remplit pas les conditions, mais on le facture avec TVA. Mais ça ne contaminera pas les autres services pour lesquels, effectivement, on facture à prix coûtant et pour lesquels, effectivement, toutes les conditions doivent être remplies. Voilà, donc... si vous voulez, ce qui est un peu compliqué dans ce régime 261B, c'est que non seulement il y a des conditions qui concernent les membres, il ne faut pas qu'ils soient soumis à TVA, etc. Puis après, il y a des conditions à l'intérieur même de moi, mon groupement d'employeurs, de dire, ben voilà, je peux rendre différents services. Pour les services, effectivement, pour lesquels je souhaiterais bénéficier du 261B, eh bien, il faut que tous les coûts afférents à ce service spécifique, toutes les dépenses que moi, groupement d'employeurs, j'ai subies afférents à ce service, je dois réfacturer tous ces coûts et je dois répartir ces coûts correctement en fonction de l'utilisation qu'on en fait des différents membres. Voilà. Si à côté de ça, j'ai une autre prestation de service pour lesquelles j'ai aussi identifié des coûts qui ne sont pas, il ne faut pas que ce soit, c'est là où la comptabilité analytique est importante, je souhaite effectivement faire un peu de bénéfice pour une raison de marger. Et ça, donc je ne les facture pas à prix coûtant. Oui, vous pouvez le faire, mais c'est des services qui sont à part. Voilà. Que ça peut permettre justement à ces GE de se créer une sorte de réserve pour pouvoir tout simplement garantir la santé financière du groupement. Donc c'est vrai que c'est... Et je reviens sur notre débat du départ. Il y a plein de questions, j'y répondrai après, qui étaient de dire un groupement d'employeurs constitué sous une forme associative. Une association est à but non lucratif, donc elle n'a pas pour objet de distribuer quelque part des bénéfices à ses associés. Pour autant, elle peut tout à fait réaliser une activité dite fiscalement commerciale et lucrative et réaliser du bénéfice. Dans ce cas-là, elle est dans le champ des impôts commerciaux classiques. Cette activité pour laquelle vous allez, par exemple, marger, donc là, on est en dehors du 261B, et vous paierez aussi des impôts dessus, si effectivement, il y a un bénéfice fiscal à la fin. Donc, ça a d'autres conséquences, si vous voulez. D'accord. Mais voilà, vous êtes comme une entreprise normale. Voilà.
tout simplement. Et dans le cadre du 200, après on passe aux questions, c'est juste pour que dans le cadre du 261B, donc si on souhaite faire de la prestation RH émargée pour pouvoir se créer une réserve et pour pouvoir ainsi assurer, comment dire, le contexte économique du GE, comme vous dites. Par contre, si on génère du bénéfice, de par ces prestations-là, il y aurait IS aussi et non assumé. À partir du moment où globalement l'association réalise un bénéfice fiscal, oui, ça sera imposé normalement à l'impôt sur les sociétés. Mais la TVA sera juste sur cette prestation-là. Et la TVA, voilà, si toutes les autres prestations remplissent bien les conditions du 261B, la TVA sera que sur cette prestation. C'est des impôts séparés, hein, donc... Attendez, alors je reprends les questions parce qu'il y en a beaucoup. Alors, temps de travail du permanent expert RH, c'est à 10 000, ça on a dit que oui. Il n'est donc pas souhaitable d'imputer au salaire chargé des frais de gestion à travers un pourcentage fixe. Non, ça c'est clair, parce que par rapport au salaire chargé, à partir du moment où vous mettez un pourcentage pour les frais de gestion, je sais qu'il y a eu des tollés. Enfin, alors, je reviens là-dessus parce qu'effectivement, il y a beaucoup de groupements qui le font, et effectivement, l'administration, honnêtement, le laisse passer par tolérance, mais ce n'est pas écrit, donc ce n'est pas opposé à l'administration, mais plusieurs fois, effectivement, j'ai vu 1 ou 2% de frais de gestion qui passaient en plus de la facturation, où l'administration admettait de ne pas remettre en cause, ou en fait, c'est sûr qu'elle faisait comme si elle n'avait rien. Donc, en pratique, c'est fait. Ça ne correspond pas au texte de loi, donc ce n'est pas sans risque. Voilà. Tout cela, ça précise sur un exercice comptable, oui. Je m'explique, nous avons un CDD qui est facturé et CDIsé en fin d'année. Le coût du salarié n'est donc plus le même. Il faut donc faire une remise aux adhérents en fin de période. Alors quelque part, en fait, normalement, votre facturation doit suivre le coût du salarié. Et effectivement, vous devez adapter la facturation aux membres de ce coût de salarié en fonction de son taux horaire, qui est un taux horaire ou son charge, en fonction de l'évolution. Alors, soit vous pouvez le faire en milieu d'année ou en fin d'année à partir du moment où il change de statut, du CDD en CDI, soit effectivement vous faites une régularisation en fin d'année. Ça, l'administration fiscale l'admet. En fait, elle admet même des fois de fonctionner un peu par provision, dire je facture tous les mois sur une base budgétaire, tant qu'on régularise très régulièrement pour être sûr d'être le plus proche possible systématiquement du vrai coût réel du salarié. Donc, il ne faut pas s'amuser de dire moi je sais qu'à la fin, forfaitairement, tous les ans je facture 20 000 € à ce membre-là, et puis en fin d'année me dire non, je vais facturer 5 000, donc je fais une régule de 15 000 €. Non. Vous pouvez dire, voilà, on sait que approximativement tous les mois c'est ça, et je régularise tous les 2 mois. Voilà. Et en sachant que le coût d'un salarié, on l'apprécie vraiment en fin d'année avec la réduction Fillon et autres. C'est vrai, c'est vrai que c'est pas toujours évident de. Mais ça s'explique. Oui, voilà. Je veux dire, il n'y a pas de souci si on réajuste en fin d'année, justement pour vraiment se caler sur la réalité. Exactement, pour que, in fine, effectivement, quand l'administration vient faire ses contrôles, et effectivement, elle contrôle sur la base d'un exercice comptable, qu'elle se rende bien compte qu'effectivement, en fin d'année, on colle entre le montant des dépenses, du coût du salarié et ce qui a été facturé, qu'on n'ait pas refacturé plus et qu'on ait bien refacturé par contre bien tout et tous les coûts. Alors, est-il possible d'appliquer un coefficient unique en justifiant annuellement des différents coûts, charges sociales, frais généraux qui composent ce coefficient? Je vais vous répondre en disant coefficient unique, une fois de plus, si après on peut recoller avec la comptabilité analytique et que grâce à ce coefficient unique, toutes les dépenses sont bien facturées au bon membre, oui. Si effectivement on se rend compte qu'avec un coefficient unique, non seulement je n'ai pas facturé toutes mes dépenses, ou j'en ai facturé plus, ou un membre effectivement s'est vu facturer des dépenses supportées par le groupement d'employeurs, mais qui en fait n'étaient pas pour un service que lui a utilisé, ça ne collera pas. Donc le coefficient unique, je l'aime moyen. Parce que du coup, on forfaitise un peu les choses. C'est un peu l'impression que ça donne. Oui, effectivement. Si ça colle avec la réalité, ok, mais c'est vrai que c'est difficile. Voilà, donc j'aime moins le coefficient unique, ou alors coefficient unique pendant l'année, parce que c'est plus facile pour vous à gérer, et après, et que ça reste proche de la réalité, et en fin d'année, on fait un ajustement. Une autre question, je n'ai pas bien compris le type de prestation facturée avec TVA. Une fois de plus, c'est un choix que le groupement va faire.
j'allais dire, tout type de prestation que le groupement pourrait rendre à ses membres peut bénéficier de l'exonération de TVA 261B si on en remplit les conditions. Donc là, je pars déjà du principe que la condition générale d'avoir un groupement avec que des membres non assujettis ou assujettis sur moins de 20% de leur chiffre d'affaires à la TVA est remplie. Quelque part, c'est la première condition qui est essentielle. Et après, je regarde les différents services qui sont rendus. Tous les services peuvent être facturés avec TVA. Tous les services peuvent être exonérés de TVA 261B si chacun des services, pris individuellement, si chacune des facturations remplit les conditions. Et donc là, en mettant en avant un groupement d'employeurs, il fait des mises à disposition de salariés ou de la prestation RH. Ou de la prestation RH. Et vous avez en principe deux types de facturation séparés. D'accord ? On peut imaginer que votre mise à disposition de personnel classique, elle est exonérée de TVA sur le fondement du 261B et que la facturation de prestation de service à côté, de prestation RH, pardon, soit effectivement, vous voulez absolument qu'elle soit exonérée de TVA, article 261B. Dans ce cas-là, vous ferez en sorte de remplir les conditions, vous la facturerez à prix coûtant, et vous ferez bien attention à la répartition entre les différents membres, etc. Toutes les conditions, et puis que ce soit une prestation qui sert pour l'activité exonérée de ses membres, etc. Soit effectivement, vous vous dites, moi j'aimerais bien effectivement faire un peu de bénéfice sur cette activité-là, et donc vous ne retirez pas à prix coûtant, mais vous refacturez coût de revient plus une marge, par exemple, voilà. Mais dans ce cas-là, vous devrez appliquer de la TVA sur cette prestation. Et donc, vous facturez la prestation à votre membre plus 20% de TVA que vous reverserez à l'administration, au trésor. Donc, n'est pas bien compris le type de prestation facturée avec TVA, on en a parlé. Par exemple, concernant le DU, le document unique des salariés pour le mettre en œuvre dans les entreprises, donc pas de TVA. Oui, parce que là, c'est dans le cadre de la mise à disposition. Il faut bien différencier la mise à disposition des salariés et les prestations de sous-traitance et prestations RH. On rappelle, un groupement d'employeurs ne peut avoir que deux activités, la mise à disposition de personnel auprès de ses membres ou réaliser des prestations RH uniquement pour ses membres. Donc là, Christelle, si tu mets à disposition quelqu'un en interne chez ton adhérent pour mettre en place le document unique… C'est pas de la prestation RH. C'est pas de la prestation RH, oui. Personnel. On est bien dans le cadre d'exonération du 261B. Les explications vous conviennent? On en a parlé hier. Je te laisse le soin. Une question hors fiscalité. Du coup, le document unique, c'est le document unique d'évaluation des risques professionnels. Où vous devez recenser tous les risques dans le groupement d'employeurs liés au poste de travail, etc. C'est un document qui doit obligatoirement être tenu par toute structure, soit des salariés. Et avec un plan en parallèle, avec un plan d'action pour réduire les risques. Alors, Christelle, une prestation de recrutement peut entrer dans ce cadre. Oui, c'est ce qu'on disait. Oui. C'est que, par exemple, le GE réalise une prestation de recrutement pour un de ses membres, pour que lui embauche ensuite en direct. Donc, du coup, cette prestation, il souhaite faire un bénéfice dessus. Donc, du coup, dans ce cadre-là, il faut bien avoir une comptabilité. Il vaut mieux avoir une comptabilité analyse de toute manière. Et dans ce cadre-là, un bénéfice pourrait être dégagé. Oui, mais par contre, voilà, votre membre supportera la TVA. Donc, la plupart de vos membres étant des associations, c'est vrai qu'ils ne sont peut-être pas particulièrement contents, j'en sais rien, mais oui, il y a possibilité de le faire, exactement. Alors, soit dit en passant, on va aller même plus loin. Quand vous faites le choix, là, on va se retrouver avec deux types d'activités. Une mise à disposition, une activité de mise à disposition de personnel et une activité de service, par exemple, RH, de recrutement. Ce qu'il faut bien voir, c'est que du coup, donc, le groupement d'employeurs a deux types d'activités avec deux régimes d'imposition différents à la TVA. Si vous choisissez effectivement d'appliquer de la TVA sur vos prestations de services. Donc, le groupement d'employeurs sera tenu, effectivement, d'avoir des secteurs distincts d'activité. On tombe après sur de la technique un peu plus TVA. Pour avoir deux régimes TVA différents,
effectivement, deux secteurs distincts d'activité, il faut avoir des moyens propres pour les deux. Donc là, c'est facile, hein, pour la mise à disposition, c'est du salarié, et pour les prestations RH, c'est les salariés permanents du GE, donc pas de souci. Mais du coup, voilà, le groupement d'employeurs aura lui-même deux secteurs distincts d'activité, et ces deux secteurs distincts d'activité, ça va se traduire dans sa comptabilité analytique, il faut bien séparer les deux choses, et il devra faire des déclarations de TVA CA3 pour son activité qui ne sera pas exonérée de TVA. Donc ça a d'autres conséquences. C'est-à-dire vous vous retrouvez comme voilà, une entreprise qui a plusieurs activités, une qui est taxable et une qui est exonérée. Voilà. Alors, votre question, n'entrons-nous pas dans le régime concurrentiel? Là, on va faire un point aussi. Vous êtes une association qui fait de la mise à disposition de personnel. Et c'était mon préalable du début, vous exercez une activité qui est dans le champ concurrentiel. Donc, vous n'êtes pas du tout comme les associations qui sont hors champ des impôts commerciaux parce qu'elles n'exercent pas d'activité concurrentielle. Vous êtes sous forme associative, mais vous êtes comme une entreprise parce que votre activité, elle est dans le champ concurrentiel complètement. Donc, la question qui est de dire, n'entrons-nous pas dans le champ concurrentiel, vous y êtes de facto par votre objet. Un groupement d'employeurs, parce qu'il y a une confusion dans l'esprit des gens en disant, je suis association, je ne suis pas soumis aux impôts commerciaux. Les 95% des associations en France sont effectivement hors champ des impôts commerciaux parce que leur activité est une activité qui rentre dans un domaine spécifique, qui est exercée d'une manière particulière et qui n'entre pas en concurrence avec les entreprises du secteur privé. D'accord ? Vous, de par votre objet, qui est l'objet premier d'un groupement d'employeurs, c'est la mise à disposition de personnel. L'administration s'est positionnée depuis X années sur la mise à disposition de personnel. C'est une activité concurrentielle. C'est en ce sens-là qu'elle dit que c'est une activité lucrative au plan fiscal. Donc, les termes sont importants. Vous êtes dans une activité ultra concurrentielle et c'est pour ça, et c'était le préalable de l'exposé, vous entrez dans le champ d'application des impôts commerciaux. Et vous devez les payer, sauf si effectivement on arrive à trouver un régime d'exonération spécifique en matière d'impôt sur les sociétés, en matière de TVA ou en matière de CET. On se concentrer sur la TVA. Mais vous êtes dans un champ concurrentiel. Et pourquoi vous êtes dans un champ concurrentiel? Parce que si on prend typiquement une boîte d'intérim comme une boîte d'intérim et puis vous faites exactement la même activité, vous êtes en concurrence avec ces entreprises-là et donc vous êtes concurrentiel. Alors, comment facturer les frais généraux du groupement d'employeurs hors prestations RH, location, assurance, si nous pouvons avoir un coefficient de facturation sur les mises à disposition? Alors, effectivement, pour facturer les frais généraux, c'est des facturations qui sont... il faut voir deux choses. Quand vous facturez vos salariés, quand vous les mettez à disposition, est-ce que c'est une vraie mise à disposition? C'est-à-dire que je vais y arriver, le pouvoir autoritaire. Oui, il y a un transfert. Il y a un transfert de pouvoir de subordination. Voilà. Le lien de subordination est transféré effectivement. Donc c'est une vraie mise à disposition que vous pouvez facturer effectivement comme ça. À côté, effectivement, pour tous vos frais généraux qui viennent couvrir la prestation globale de cette mise à disposition, c'est dans la prestation, j'allais dire, vous pouvez la facturer comme une prestation du groupement aux membres pour les besoins de la mise à disposition. C'est là-dedans que vous allez les facturer, ces frais généraux. Et à partir du moment où ces frais généraux, vous les facturez sans marge, ça correspond effectivement, ils sont bien utilisés pour l'activité exonérée, et ils seront exonérés de TVA. Voilà. Et si nous pouvons avoir un coefficient de facturation. Là, je me demande s'il n'y a pas... le coefficient de facturation, c'est plutôt ces frais généraux, c'est plutôt les clés de répartition. C'est ça qui est important. C'est comment on répartit ces frais généraux en fonction sur tous mes membres. Et c'est là où, effectivement, on dit, en fonction de l'utilisation des services par les membres, on applique une clé de répartition au chiffre d'affaires ou autre, et vous pouvez facturer vos frais généraux comme ça. Parce que c'est bien des... Après, s'ils trouvent un coefficient qui relate vraiment la réalité et tous les frais que ça occasionne, ok, mais après, c'est vrai que les coefficients de facturation, comme disait Daphné, il faut faire quand même attention. Parce que l'objectif, c'est qu'on facture vraiment au prix coûtant. Donc, il faut qu'en fin d'année, tout colle.
Je vous entends très mal. C'est ça le micro? Il faut peut-être que je reste près. Non, mais je pense que c'est la connexion C'est la connexion, avec l'artisan. Établir des fiches de paye pour certains adhérents. En RH, vous pouvez le faire, tout à fait. Ça, c'est dans le cadre du deuxième objet, vous savez, d'après ce que... Donc, en effet, on pourrait faire de la marge, par exemple, sur une prestation RH. Donc, paye, OK. D'autres questions? Donc là, dans la slide que vous avez, alors je pense qu'on vous les remettra, les slides. Oui, ça va être envoyé ensuite dans le mail de remerciement. Voilà, donc là, c'est ce dont on vient de parler sur les coûts, les clés de répartition, etc. etc. Là, vous avez tout le détail, et notamment le dernier point qui était de dire possibilité de demander des avances de trésorerie aux membres à condition de procéder à leur apurement lors de la répartition des dépenses effectives. Les avances ne doivent jamais excéder d'une façon notable le montant des frais susceptibles d'être engagés entre deux apurements des comptes. C'est ce que je disais tout à l'heure. On peut effectivement facturer quelque chose d'un peu plus global au fur et à mesure, tant que la régularisation des coûts qui doivent être exactement facturés à tel et tel membre se fait très régulièrement. Voilà. Donc c'est quand même un point qu'il faut suivre, parce que des fois il y a en fait des dérives où à chaque fois on se dit voilà, au début on fait attention, on facture bien ce qui est concerné par le membre, puis après on oublie de faire d'appeler exactement, on facture de plus en plus de manière forfaitaire. Oui, là, donc faut faire attention. Alors ensuite, là, ah oui, j'avais mis des exemples de jurisprudence sur des exonérations 260AB qui avaient été refusées par l'administration quand justement il n'y avait pas d'exacte répartition des charges. Donc par exemple, je vous ai mis exonération refusée si on ne justifie pas la répartition exacte des charges communes. Donc, quelles clés ont été utilisées, comment ça a été fait. Exonération refusée si les frais sont répartis entre deux sociétés en fonction du seul montant des recettes réalisées par chacune des sociétés en cause, sans justifier l'impossibilité de distinguer parmi les dépenses de fourniture, de matériel, de personnel et de gestion, celles qui avaient été engagées exclusivement pour le compte de l'une ou l'autre des deux sociétés concernées et sans tenir compte des différences de clientèle et de conditions tarifaires éventuellement pratiquées. Donc en gros, cet arrêt est dit, quand on peut attribuer directement des frais à certains membres, et bien là on n'a pas le choix, il ne faut pas les mettre dans une clé de répartition, ils sont attribués directement, et c'est que si on peut établir et prouver à l'administration qu'on n'a pas pu affecter directement ces frais, qu'on va avoir effectivement une affectation indirecte avec une clé de répartition. Mais il faut qu'on puisse justifier qu'on ne peut pas, dans un premier temps, affecter directement certains coûts. Exonération accordée si un groupement répartit les charges non individualisables entre ses membres selon leur part de chiffre d'affaires dans le chiffre d'affaires total du groupement. Voilà ce que je vous disais. Et exonération accordée s'il n'est pas établi que la rémunération du groupement provenant d'un pourcentage forfaitaire sur les honoraires dépassait ses frais de fonctionnement. Voilà, donc c'était juste pour vous illustrer un petit peu, pour vous montrer jusqu'où va l'administration dans l'examen de ces fameux clés de répartition, et voilà. Alors, si on fait une activité de prestation RH, je dis une question, pardon. Si on fait une activité de prestation RH assujettie TVA, et donc que l'on fait des bénéfices que l'on met en réserve, peut-on après utiliser cette réserve pour le groupement d'employeurs dans sa globalité? Oui, ah oui, ça, il n'y a pas de souci, c'est-à-dire que voilà, une fois de plus, donc, le groupement d'employeurs association n'a pas vocation à distribuer des bénéfices à ses associés. Par contre, s'il fait des bénéfices, il doit bien les garder en réserve et les utiliser pour les besoins de ses activités, qu'elles soient soumises à TVA, pas soumises à TVA, vous margez ou vous ne margez pas. Voilà, il les utilise pour son activité, donc pas de souci. Est-ce que les subventions perçues peuvent servir à alimenter notre fonds de réserve? C'est-à-dire que ne peut pas les refacturer. Alors, par rapport à ma problématique TVA, oui, parce que je vous remets sur la slide d'avant. J'avais mis un point, pardon, non, ça c'est la slide d'après. J'avais mis un point sur les subventions. En cas de financement public, donc de subvention, le groupement a le choix entre refacturer à ses membres des prestations brutes ou nettes de subvention. Donc je pense que ça répond à votre question. C'est-à-dire que les subventions, voilà, vous n'êtes pas obligé de les refacturer,
parce qu'effectivement, c'est pas un Un financement, budget voilà, groupement. voilà, vous pouvez les mettre dans vos réserves. Voilà, exactement. Vous pouvez refacturer à vos membres net de subvention. Et même par exemple, les aides pour certains emplois, enfin, pour certaines embauches. Alors, si c'est considéré comme la subvention dans le sens subvention publique, là, les aides à l'embauche, c'est des subventions publiques, généralement, oui. Ouais. Parce qu'effectivement, ces subventions... c'est ça qu'elles viennent minorer aussi le coût du salarié. Exactement. Exactement. Mais c'est pour ça qu'on dit que vous pouvez les faire en net ou en brut. Elles minorent le coût du salarié, donc vous facturez moins. Pour autant, ce n'est pas un coût que vous avez supporté non plus à la base, parce que vous avez eu cette subvention. Voilà. Vous pouvez facturer net ou brut. Pas d'obligation à répercuter les aides qui minorent le coût du salarié. Donc c'était la question effectivement de Céline. Non. D'autres questions? Alors, pardon, excusez-moi, je continue. Donc ça, on en a parlé. Ça, ok. Attendez, je ne sais plus où j'en suis. Bougez pas. Identité des membres. Non, je vais dans le mauvais sens, pardon. Donc ça, on en a parlé. On en a parlé. Donc là, c'était la jurisprudence. Alors, voilà. Après, j'ai fait une petite slide. Donc ça, c'est plus pour... on en a parlé tout au long, en fait, du développement. C'est sur donc les arrêts de la Cour de justice de l'Union européenne, dont on a parlé un petit peu avant, les différents arrêts qui sont intervenus. Et c'est en fait cette jurisprudence qu'on retrouvera à un moment ou à un autre dans le droit français. Et donc, je vous la relis donc, pour la bonne forme, mais c'est... Je voulais les mettre dans les slides pour que vous les ayez en tête et que vous vous l'appropriez et que quand effectivement le droit interne français sera actualisé en fonction de cette jurisprudence européenne, vous sachiez de quoi on parle et que vous puissiez effectivement en tenir compte. Donc voilà, en particulier, donc la Cour a jugé que l'exonération ne vise que les groupements dont les membres exercent une activité d'intérêt général mentionnée à l'article 132.1 de la directive TVA. Donc c'est cet article qui fonde l'exonération de groupement. Ensuite, les services rendus par un groupement, excusez-moi, dont les membres exercent une activité économique dans le domaine des services financiers, dont celui des assurances, qui ne constituent pas de telles activités d'intérêt général, ne bénéficient pas de cette exonération. Parce que là, au cas particulier, la Cour de justice, elle est venue examiner, alors il me semble que c'était le droit interne néerlandais, mémoire, voilà, qui permettait aux banques et aux assurances de bénéficier de l'exonération, comme en France, hein, d'ailleurs, soit dit en passant. Un autre arrêt de la Cour de justice qui est venu dire l'application de l'exonération ne se limite pas aux groupements dont les membres exercent exclusivement une activité exonérée ou pour laquelle ils n'ont pas l'activité d'assujetti. Ainsi, les services rendus par un groupement dont les membres exercent également des activités imposables peuvent en bénéficier, donc, mais seulement dans la mesure où ces services sont directement nécessaires pour les activités exonérées des 10 membres ou pour lesquelles ils n'ont pas la qualité d'assujetti. Donc à cet égard, la Cour semble admettre, s'agissant des services mixtes, une facturation des services hors TVA en fonction de la part qu'occupent dans l'ensemble des activités de ces membres, des activités exonérées ou non imposables. Donc là, c'est bien pour les membres qui ont une partie d'activité imposable à la TVA, mais toujours qui représente moins de 20% de son chiffre d'affaires, ou qui soient isolés dans un secteur distinct. Dans ce cas-là, on peut rendre des services, mais facturation TVA pour la part du service utilisé pour l'activité taxée et exonération de TVA pour la part du service utilisé pour l'activité exonérée. Donc, ça demande une gymnastique, voilà. Donc ça, c'est votre futur. Votre futur, et puis ben voilà, le CRGE, en fonction de l'évolution du droit interne, vous mettra au courant. Pour l'instant, franchement, ça ne bouge pas. Les arrêts datent de mai 2017, septembre 2017, donc ça fait un an. Nous, on avait dit moyen terme, on pensait qu'entre une année ou 2 années, enfin, le gouvernement français mettra entre 1 ou 2 années pour modifier le texte ou s'adapter. Pour l'instant, il n'y a rien. Donc, voilà, on n'a pas d'indication ni quoi que ce soit. Ok, alors on continue. Alors, précision. Ah oui, pardon, excusez-moi. Encore la CJUE, elle a précisé que les membres du groupement ne peuvent pas déduire la TVA agrément les biens et services fournis au groupement pour les besoins de ses activités. Mais nous, c'est déjà le cas en France, donc ça, on s'en fiche. Les services fournis par un membre au groupement, ça c'est important, les services fournis par un membre au groupement doivent être considérés comme des opérations entre deux assujettis entrant dans le champ d'application de la TVA.
Enfin, c'est important, mais peut-être moins pour vous, mais on en parle quand même parce que pour la culture, je pense que c'est intéressant. Souvent, les services, enfin les groupements, alors pas nécessairement groupement d'employeurs, mais des groupements, par exemple un groupement d'intérêt économique, il n'est pas rare qu'un groupement d'intérêt, un groupement se forme avec des membres, que le groupement n'ait pas lui-même les moyens nécessaires pour rendre des services à ses membres. Et donc, dans ce cas-là, les membres mettent à disposition du groupement, par exemple, des salariés. C'est-à-dire que le groupement n'a pas ses propres salariés, mais c'est les membres qui mettent à disposition du groupement des salariés. Je reprends mon exemple tout à l'heure, un groupement d'intérêt économique qui a des membres qui sont des laboratoires de biologie médicale. Ce groupement n'a pas de moyens propres pour rendre ses prestations, par exemple comptables, ses prestations administratives. Donc, le membre met à disposition du groupement ses propres salariés pour rendre les prestations au groupement. Et bien, dans ce cas-là, on considérait que le membre et le groupement formaient un groupement de fait et que ces mises à disposition, donc là on est dans le sens inverse de celui qu'on voit depuis le début, elles-mêmes pouvaient bénéficier d'une exonération de TVA, elles-mêmes pouvaient être dans l'exonération 261B. Et là, la Cour de justice, elle dit, ben non, ça ne peut pas fonctionner dans ce sens-là, parce que moi, mon groupement, et conformément à ce que je viens de juger, il ne réalise pas une opération d'intérêt général. Par exemple, vous, votre groupement d'employeurs, quand il met à disposition des salariés, ce n'est pas de l'intérêt général. Donc, moi, mon groupement, lui-même, il ne peut pas être membre d'un autre groupement parce qu'il ne fait pas cette activité d'intérêt général, donc ça ne fonctionne plus. Donc, ce qu'on appelait les groupements de fait à l'envers, ça ne fonctionne plus. Alors, vous, ça vous concerne pas, parce que, enfin, à moins que vous disiez le contraire, mais il peut y avoir deux GE je pense à deux GE justement qui cohabitent, un TVA et un non-TVA, et qui se mettent du personnel à disposition. Et ben ça, typiquement. Par exemple, le GE non-TVA, il y a le GE non-TVA, le GE TVA, si j'essaye de transposer. Par exemple, dans ce cadre-là, si le GE TVA met à disposition du personnel au GE non-TVA, et ben, si cette mise à disposition sert aux adhérents, non, comment c'est pas dans ce sens-là. Quand il y a deux mises à disposition entre des groupements d'employeurs, aujourd'hui, on sort de la jurisprudence de la Communauté européenne. Où là, votre cas pourrait s'appliquer. On a deux associations, groupements d'employeurs, qui se rendent qui se mettent à disposition. Si un groupement, enfin, je veux dire, si le groupement qui met à disposition de l'autre groupement des salariés, enfin, si le groupement qui bénéficie de la mise à disposition, il n'adhère pas au premier groupement, c'est mort. On n'est pas dans le 261B. Oui. Sauf si, effectivement, sauf si, sans avoir adhéré, on a une convention de coopération écrite entre les deux groupements qui permet d'établir qu'il y a un groupement de fait. Mais si on a deux groupements qui sont posés comme ça, l'un n'adhère pas à l'autre et il n'y a pas de convention de coopération écrite et préalable en bonne et due forme, on n'est pas dans l'exonération 261B. C'est la remise en cause de la tolérance administrative. Okay, donc ça, il faut faire attention. Et si après on regarde la jurisprudence de la Cour de justice de l'Union européenne, on est dans l'hypothèse, par exemple, où un groupement adhère à un autre groupement, et le groupement auquel a adhéré le premier groupement, on lui met à disposition des salariés. Donc, dans ce cas-là, potentiellement, on est dans le droit commun, enfin le droit interne français 261B, ça fonctionne. Sauf que là, la Cour de justice, elle nous dit non, ça ne fonctionne pas parce que le membre du groupement d'employeurs, donc l'autre groupement d'employeurs, il exerce une activité de mise à disposition de salariés, ce n'est pas de l'intérêt général. Et donc, de facto, on n'est plus du tout dans le 261B, c'est fini. Donc, ça, c'est vrai que c'est un point qui est important parce que ça doit arriver souvent entre deux groupements d'employeurs de se mettre à disposition des salariés. Le futur, c'est que ça ne fonctionnera plus. Parce qu'une fois de plus, un groupement d'employeurs, quand il fait de la mise à disposition de salariés, ce n'est pas une activité d'intérêt général. Oui. Sauf à effectivement ce que l'administration ou le gouvernement français modifie les textes de loi et viennent à décider que quand c'est du groupement d'employeurs, c'est pour l'intérêt général. Ce qui, moi, ne me choquerait pas plus que ça, parce que quelque part, vous contribuez à l'emploi, vous contribuez à employer des gens et à les placer chez différents employeurs.
Donc ça contribue à l'emploi, ça contribue quelque part un peu au service public. Voilà, donc, mais bon, aujourd'hui, ce n'est pas le cas. Donc c'est quand même un point qui est important. Alors je lis une question, excusez-moi. Nous, un des membres nous met à disposition à l'euro près sa compta pour assurer la compta du GE. Oui, alors donc c'est ce qu'on vient de dire. Si celui qui bénéficie de la mise à disposition a bien adhéré à l'autre groupement, ou alors il y a une convention de coopération, sinon on n'est pas dedans. Donc un GE TVA qui met à disposition d'un GE sans TVA doit appliquer la TVA. Alors un GE TVA, donc c'est-à-dire qu'il y a des membres, qu'il y a d'autres membres qui sont. Alors dans ce sens-là, oui, vous avez raison. Là, c'est possible. Oui, vous avez raison. C'est-à-dire que c'est le GE non TVA qui adhère au GE TVA. Non, c'est le GE sans TVA qui adhère au GE TVA. Eh ben oui, voilà. Un GE sans TVA, qui adhère au GE TVA, il y aura de la TVA. Ça veut dire que le GE qui rend la prestation a déjà des membres qui sont TVA. Oui. À partir du moment où on a un GE TVA, il y aura de la TVA, ça c'est sûr, on n'est pas dans le 261B. Non, effectivement, c'est bien de le préciser, c'est un GE sans TVA auquel adhère éventuellement un GE TVA, mais pour partie de son activité, par exemple, ça peut être que pour une partie. Alors, soit il déqualifie mon GE TVA, attention, soit il a des secteurs distincts d'activité, donc dans ce cas-là, il peut adhérer à mon GE TVA et on pourra le facturer dans ce sens-là. Mais effectivement, l'analyse doit être plus fine. Si dans le cas d'une convention de coopération, un GE soumis facture avec de la TVA des prestations au GE non soumis, est-ce OK? Donc, dans le cadre d'une convention de coopération, un GE soumis, non, parce que, attendez, un GE soumis facture avec de la TVA des prestations au GE non soumis. Oui, c'est la même chose qu'avant. C'est-à-dire que l'un n'est pas membre de l'autre, mais par contre, il y a une convention de coopération entre les deux. Et donc, un GE soumis facture avec de la TVA. Il ne faut pas détourner aussi l'objet du GE. Si in fine, c'est pour faire de la mise à disposition et qu'on appelle ça convention de coopération, il faut faire attention à ne pas détourner l'objet du GE. Où on est bien, soit on fait de la mise à disposition du personnel, soit on fait de la prestation RH. Si on appelle ça convention de coopération alors qu'in fine, on fait... Franchement, ça ne fonctionnera pas. Parce qu'une convention de coopération, elle constitue un groupement de faits. Le groupement de faits va être réputé rendre des services à ses membres. Effectivement, avec les moyens de ses membres. Les membres, au cas particulier, ça va être le GE soumis et le GE non soumis. À partir du moment où on a un membre qui est soumis, on n'est plus dedans. Donc non, effectivement, j'aurais dû préciser ça. Des mises à disposition entre deux GE, c'est possible en 261B, si effectivement on est entre deux GE non assujettis. Ou si c'est le GE non TVA qui adhère au GE TVA. Ah oui, si c'est, oui, mais sauf que le GE... Et du coup, il y a une facturation TVA. Oui, mais si c'est un GE TVA, ça veut dire qu'il a d'autres membres qui sont TVA, donc il n'est pas en 261B. Il faut que tous ces membres soient non TVA. Il faut que tous ces membres. Donc, oui, pour le GE non TVA. Oui, alors, parce qu'on dit un GE non TVA qui adhère au GE TVA. Alors pourquoi le GE il est TVA? C'est bien parce qu'il a des membres qui ne sont pas à la TVA. Oui. Donc du coup, il ne sera jamais en 261B. Ça ne fonctionnera pas. Oui. Non, ça ne fonctionnera pas. Complexe, hein. C'est une vraie gymnastique de l'esprit à chaque fois. C'est ça. Alors. C'est le GE non TVA qui adhère au ça. Ouais, mais c'est ce qu'on disait, c'est le GE non TVA qui adhère au GE TVA, mais si le GE il est TVA, c'est bien parce qu'il doit probablement avoir des membres qui eux-mêmes sont assujettis à la TVA, et donc on n'est plus dans la condition premium, j'allais dire, du 261B, qui est de dire mon groupement, pour bénéficier sur toute ou partie de ses services de l'exonération 261B, ne doit avoir que des membres non assujettis à TVA ou sur moins de 20% de leur chiffre d'affaires. Mais là, je pense que c'est pour. En fait, c'est juste pour que ce soit clair. C'est qu'en fait, je pense que, comme on disait, on peut avoir le besoin de créer deux GE, justement pour gérer le fait que quand on a qu'on ne pas qu'il y ait contamination. Oui, tout à fait. Si, par exemple, le GE TVA, il a une équipe de permanents. Avec des compétences, et le GE non TVA, lui, il aurait besoin de ces compétences. Si le GE non TVA, lui, souhaite
bénéficier d'une mise à disposition du GE-TVA. Est-ce que c'est possible? Oui. Si, Alors ça, c'est possible. Il y a le droit, il peut adhérer parce qu'effectivement, un GE ne doit rendre des services qu'à ses membres. Voilà. Par contre, il y aura une facturation de la TVA. Mais je veux dire, ça ne contaminera pas le GE non TVA. Ah non. Donc, juste pour mettre en... Voilà. Le GE non TVA adhère au GE TVA. Et donc, le GE TVA, lui, comme c'est son adhérent, met à disposition un salarié auprès du GE non TVA, Avec TVA. Mais avec TVA, bien sûr, qui facturera à TVA au GE non TVA, qui devra supporter ce coût. Qui supportera ce coût. Mais je veux dire, dans ce cadre-là, c'est possible. C'est possible. Comme ça, le GE non TVA pourra avoir la compétence qui, par exemple, un comptable ou autre. Ça, là, il n'y a pas de souci. Oui, c'est ça. J'essaye de mettre... dans un sens, ça marche et pas dans l'autre. Oui, parce que du coup, si un GE TVA adhère à un GE non TVA, qui aurait les permanents, il va contaminer le GE non TVA. Je vous rappelle que le GE non TVA, donc, qui par définition souhaite bénéficier du 261B, ne doit avoir des membres que exonérés de TVA. Donc, ça marche que dans un sens. C'est plus clair, tant mieux. Ok. Oui, c'est plus clair. Ok. Parfait. On avance? Faut avancer? Oui, il est 11h30, on est dans le temps. Alors ça, c'est très important. Parce que ça, je pense qu'il y a pas mal de groupements d'oubli et tout ce qu'on vient de voir et les efforts qu'on aura fait pour être dans les conditions d'application pourraient n'avoir servi à rien si on ne remplit pas les obligations déclaratives. Donc voilà, un groupement qui bénéficie de l'exonération de la TVA prévue à l'article 261B du Code général des impôts. Ce groupement est tenu de joindre par sa déclaration de résultat une déclaration établie sur un imprimé fourni par l'administration indiquant pour la période d'imposition en cause les éléments nécessaires à l'identification. J'ai mis des associés, excusez-moi, c'est des membres. Et à leur droit dans le capital social, alors il n'y a pas nécessairement de capital social, mais effectivement c'est à l'identification de ces membres. Et surtout, le montant des dépenses réparties entre les membres, en désignant notamment les achats effectués pour le compte des associés, mais ça on s'en fiche, les frais de personnel, les frais afférents aux locaux, au mobilier, au matériel, les frais de bureau et autres frais généraux. Donc c'est là où votre comptabilité elle est importante, parce que sur cette déclaration qui est la déclaration 2036 bis, c'est un imprimé des impôts, il y a le 2036 et le 2036 bis, c'est le 2036 bis pour vous, vous allez devoir aller chercher dans votre comptabilité toutes les dépenses que vous avez refacturées au cours de l'année à vos différents membres et les catégoriser, les locaux, le mobilier, les frais de personnel, etc. etc. Et récupérer, ok. Voilà, c'est bon. C'est bon, c'est parti. Donc voilà, avec cette déclaration, il va checker effectivement ce que vous avez mis dans la déclaration déjà correspond à ce qu'il y a dans votre comptabilité. Et effectivement, il va pouvoir contrôler cette répartition entre les membres. C'est pour ça que, on revient sur les questions tout à l'heure, savoir si c'est du forfaitaire, pas du forfaitaire, etc. etc. C'est contrôlé et c'est contrôlable. Donc, vous devez être vraiment carré sur la répartition de vos coûts. Voilà. Et donc, cette déclaration, elle est à faire tous les ans et adressée à l'administration. Alors, en principe, en même temps que votre déclaration de résultat, parce que comme vous êtes dans le champ d'application des impôts commerciaux, vous êtes tenu effectivement à établir une déclaration de résultat, même si vous êtes à un résultat qui est 0, vous êtes en principe tenu à faire cette déclaration. Alors, hop. Je continue. Donc, les groupements exonérés à raison des remboursements exacts des frais reçus de leurs membres, qui n'effectuent aucune opération taxable,
J'en suis où? Ils sont dispensés de souscrire des déclarations de chiffre d'affaires. Alors, pardon, là, on passe sur les déclarations TVA. On fait une déclaration 2036. Sur les déclarations de TVA, si effectivement vous ne faites que des opérations exonérées 261B, il va établir de déclaration CA3. Hein, ça, c'est pour la TVA. Par contre, à partir du moment où vous faites un petit bout d'activité soumise à TVA, vous devez, comme tout contribuable classique, faire des déclarations. RH, il y aurait une petite marge qui serait dégagée, qui imposerait de la TVA. Donc, dans ce cas-là, il faudra faire la déclaration CA3. Donc, c'est ce que j'ai mis en fait en dessous. Il y a 3 situations. Les groupements qui réalisent de façon habituelle des opérations soumises à la TVA suivent le régime des redevables ordinaires pour les déclarations de TVA. Ceux qui effectuent quelques opérations taxables chaque année reçoivent chaque trimestre 2 déclarations ne comportant pas l'indication de la période d'imposition. Voilà, donc ceux placés sous régime d'imposition doivent verser des acomptes et déposer une déclaration annuelle CA 2012. En fait, ça, c'est très classique, il n'y a rien de... Voilà. Et ceux qui n'effectuent de manière constante et exclusive que des opérations exonérées n'ont aucune déclaration de CA à déposer. Et si, de façon très exceptionnelle, un tel groupement devait réaliser une opération taxable, il dépose alors une déclaration CA3, que l'on dit à plat, en tant que redevable occasionnel. Voilà, ça, c'est pour vos obligations déclaratives. Par contre, le fait d'omettre une déclaration CA3, vous serez sanctionné, mais par contre, ça ne remettra pas en cause l'exonération 261B. Alors qu'en principe, la déclaration 2036 qu'on a vue un petit peu avant, c'est une condition d'application du régime. Donc ça, elle est vraiment importante. Plus rien, c'est-à-dire plus de... Vous nous entendez? Oui. Je pense que c'est sa connexion. Oui, c'est peut-être Christelle, la connexion, je pense, parce que les autres nous... Moi, c'est bon. Ouais, non, il y a donc Christelle, apparemment. Ça va plus. Oui, la connexion. Donc voilà sur le régime TVA de l'article 261B. Est-ce que, voilà, vous voulez qu'on revoie des points avant de parler du régime de la franchise et des GE agricoles de remplacement? Je vous laisse 2-3 minutes pour poser vos questions, sinon après on passe sur... alors après ça sera beaucoup plus bref, hein, mais sur les autres régimes. On peut reparler vite fait des déclarations, Christelle. Parce que Christelle dit, je ne sais pas si vous voyez les questions, mais je reviendrai vers vous pour les déclarations car je n'ai rien suivi. En fait, ce que je disais, c'est que pour bénéficier du 261B, il y a une déclaration qui est essentielle, c'est la déclaration 2036 bis, dans laquelle vous allez identifier tous les membres pour l'exercice considéré et dans laquelle vous allez indiquer toutes les dépenses, merci beaucoup, encourues pour les besoins de votre activité et qui ont été refacturées aux membres et la répartition entre ces membres. Et donc, ce document est important. C'est pas bien, Cécile, hein, on n'a jamais fait de déclaration 2036 bis. Donc, ce document est important parce qu'il faut les faire, parce que sinon le régime peut être remis en cause. Là, le régime peut être remis en cause. Et l'administration, c'est vrai que ça lui permet vraiment de contrôler entre votre comptabilité et cette déclaration-là l'exacte répartition des dépenses. Enfin, déjà, le fait que vous ayez refacturé toutes vos dépenses, parce que c'est pas tout de dire qu'il ne faut pas marger, enfin, il ne faut pas faire refacturer plus que ce qu'on a supporté, mais il faut aussi refacturer tout ce qu'on a supporté, c'est-à-dire qu'il ne faut pas en garder pour soi. Donc, il y a aussi cette difficulté-là. Voilà. Donc, il faut faire attention. Alors, Sandra, alors ça c'est dingue, excusez-moi, pas besoin de remplir cette déclaration si on a eu un rescrit fiscal nous exonérant des impôts commerciaux. Ça, c'est un truc qui est incompréhensible. Alors, les centres des impôts sont, comme quoi il y a des gens qui ne sont pas compétents aux impôts, excusez-moi, mais il n'est juste pas possible qu'on donne un rescrit fiscal à un groupement d'employeurs, donc qui exerce une activité de mise à disposition, en considérant qu'il est exonéré des impôts commerciaux. C'est marqué noir sur blanc dans la doctrine administrative. L'activité de mise à disposition est une activité lucrative qui rentre dans le champ des impôts commerciaux, mais qui peuvent, alors c'est différent, peut-être que le rescrit peut venir dire, vous êtes dans le champ des impôts commerciaux, mais vous bénéficiez d'une exonération de TVA pour le 261B, ou vous êtes en franchise de TVA. En matière d'IS, il n'y en a pas, à mon sens. Les jeux de remplacement ont un régime spécifique. Donc un rescrit qui vous dirait, vous êtes exonéré pour tout, comme ça, parce que vous êtes un GE, il ne tient pas la route, c'est-à-dire qu'il n'est même pas opposé à l'administration, c'est quelqu'un
qui ne connaît pas la fiscalité. Donc voilà. Après, si vous avez obtenu un rescrit, vous n'êtes pas le seul GE, parce que certains en ont eu. Alors, il y en a dans un sens, il y en a dans l'autre, mais c'est juste n'importe quoi. Il y a une espèce de grand flou autour de du 261B, du régime des groupements d'employeurs, qui est mélangé avec le régime des associations. Associations, j'entends dans le sens associations qui ont une activité d'intérêt général, social, etc., sanitaire. C'est un flou artistique pas possible. Et parce que, comme vous disiez, il faut bien prendre impôt par impôt. Le 261B, ça ne concerne que la TVA. Ça n'a pas d'impact sur les sociétés. Absolument. Ce qu'il faut se dire, c'est que vous êtes dans le droit commun comme une entreprise. Vous êtes dans le droit commun. Voilà. Quand bien même vous êtes constitué sous forme d'association, vous êtes dans le droit commun de toutes les sociétés parce que vous exercez une activité qui est dans le champ, qui est concurrentielle, voilà, qui est lucrative au plan fiscal, parce que dans le champ de la concurrence, voilà. Et donc, vous êtes comme toute entreprise, de facto, vous êtes soumis aux impôts. Après, quand on dit soumis dans le champ d'application des impôts commerciaux, notamment en matière d'impôts sociétés, ça ne veut pas dire pour autant que vous allez en payer. Pour payer de l'impôt, il faut faire un bénéfice fiscal. Voilà, ça veut dire de la marge, etc., etc. Pareil pour la TVA, vous êtes assujetti de par votre activité à la TVA, mais si vous avez une exonération parce que vous avez un régime spécifique comme l'article 261B, vous n'êtes pas redevable. Donc vous pouvez très bien être dans le champ d'application des impôts et pour autant ne pas payer d'impôts. Voilà. Donc il faut, voilà, c'est un peu ce vocabulaire-là qu'il faut s'approprier pour bien comprendre. Alors Sandra, je dois leur apprendre leur métier et payer des impôts commerciaux malgré le rescrit. Alors apprendre leur métier, c'est vrai que des fois les centres des impôts sont un peu là, ça marche pas super. Payer les impôts commerciaux, une fois de plus, pas nécessairement. Ça dépend. Vous êtes dans le champ, mais vous n'avez pas à en payer s'il n'y a pas de bénéfice fiscal, il n'y a pas d'impôt sur les sociétés. Et si vous êtes dans le 261B ou la franchise TVA, vous n'avez pas de TVA à payer. Alors, les déclarer au moins, oui, vous devez faire la déclaration 2036, ça c'est évident. Nous, un GE sportif avec un code NAF sport, c'est-à-dire un GE sportif qui ne travaille que qui n'emploie des personnes, des membres qui sont des groupements d'intérêt qui travaillent dans le domaine social, culturel, etc. Donc que des membres non assujettis en principe. Du coup, pas d'IS. Alors, non, mais il y a des régimes. Non, pas d'IS. Si vous n'avez pas de résultat fiscal, je suis d'accord. Mais si vous avez un résultat fiscal qui est dû à votre activité de prestation, etc., on parle bien d'IS. Alors, sauf à ce qu'il y a un régime que je ne connais pas, mais il n'y a pas de régime spécifique. De la mise à disposition dans le milieu du sport, mais ça reste de la mise à disposition. La mise à disposition, s'il n'y a pas de prestation à côté. Mais en matière d'IS. Après, bon, il y a peut-être des régimes en matière d'IS que je ne connais pas spécifiquement. En matière TVA, effectivement, pour les jeux qui exercent une activité dans le monde du sport, oui, ça, il y a un régime spécifique, etc. Mais une fois de plus, vous êtes groupement d'employeurs, vous mettez à disposition. Vous, votre activité, c'est de la mise à disposition. Une fois de plus, la mise à disposition, si on revient au tout début des slides. C'est pour ça que c'est important que je vous mette les références doctrinales. On nous dit les groupements d'employeurs exercent une activité à caractère lucratif et donc passible du régime de droit commun de l'impôt sur les sociétés. Donc c'est la base. Après, s'il y a un régime particulier, alors du coup en matière sportive, il ne me semble pas qu'il y en ait en matière d'IS, mais s'il y en a un, peut-être que je ne le sais pas. Pourquoi pas? Mais vous êtes dans le droit commun, vous êtes censé payer l'IS. Et voilà, les autres mises à disposition de personnel effectuées par un groupement au profit des adhérents sont en revanche soumises à la TVA sous réserve de l'application de l'exonération prévue au 261B. Il n'y a pas de... c'est comme ça. Parce que là, en effet, dans le monde du sport, il peut y avoir des particularités, mais après, le GE sportif reste un GE. Vous, votre activité, c'est de la mise à disposition. Donc, les exonérations qu'il peut avoir... Il y en a en TVA, des exonérations pour les associations sportives. En TVA, je n'ai pas de doute par rapport à ça. Pour les associations sportives, pas pour les groupements d'employeurs. Oui, mais ça remonte pas en matière d'IS. Ça ne remonte pas au groupement. Il faut toujours se positionner, il ne faut pas se positionner par rapport à ses membres, il faut se positionner par rapport à son groupement. Vous existez indépendamment de tous vos membres et votre activité est une activité lucrative. Après, je suis d'accord que quand on se renseigne au niveau des centres des impôts, ils font des fois un mélange pas possible.
j'allais dire tant mieux pour vous si jusqu'à maintenant ça a fonctionné comme ça, enfin je veux dire pas de problème, hein. Donc on ne revient pas sur le passé, c'est juste se dire en fait le régime exact c'est ça, et moi je suis quand même censé remplir certaines conditions pour en bénéficier et remplir aussi certaines obligations déclaratives, quand bien même aujourd'hui j'étais pas tout à fait dans les clous, l'administration m'a jamais rien dit, tant mieux, mais ça ne vous empêche pas de réfléchir à bien faire en fait, c'est ça. Ok. Alors, donc le 261B, si c'est bon pour tout le monde, on va juste parler, pardon, du régime de la franchise. Alors la franchise, en fait, c'est donc voilà, vous payez de la TVA, enfin vous êtes censé effectivement appliquer de la TVA. Mettons que vous ne soyez pas dans l'article 261B du Code général des impôts. Alors, attendez, j'y suis. Ah, voilà, excusez-moi. Et que du coup, vous payez de la TVA sur votre activité de mise à disposition et vos activités de prestation de manière générale. Vous pouvez éventuellement, si votre chiffre d'affaires n'est pas supérieur à peu près un plafond un seuil de 33 000 €, bénéficier de ce qu'on appelle la franchise en base de TVA. Donc, ça va peut-être pas concerner beaucoup de GE, mais bon, voilà, ça mérite d'exister. Voilà, donc vous n'êtes pas soumis à TVA si votre chiffre d'affaires, enfin prestation de service, est inférieur à 33 200 €, donc ça évolue par centaines d'euros tous les ans, donc l'année civile précédente, d'accord, ou 35 200 € l'année civile précédente lors de la pénultième année, il n'a pas excédé le montant mentionné au-dessus. Voilà. Donc en fait, à partir du moment où en cours d'année, votre chiffre d'affaires excède les 35 200 €, le GE devient redevable de la TVA pour les opérations effectuées à compter du premier jour du mois au cours duquel la limite de 35 000 € est dépassée. D'accord ? Donc là, ça peut concerner effectivement certains groupements d'employeurs l'année de leur constitution, voilà, parce que pour la première année d'activité, peut-être que le chiffre ne sera pas atteint ou qu'il sera atteint qu'en cours d'année. Donc, il appartient donc aux GE nouvellement constitués qui ne souhaitent pas bénéficier de la franchise en base de l'indiquer au service d'impôt dès le début de l'activité, parce que certains ne souhaitent peut-être pas en bénéficier. Pourquoi pas bénéficier de la franchise en bas? Typiquement, un GE qui a des membres qui sont soumis à TVA et qui de toute façon ne pourrait pas bénéficier d'un régime d'exonération, ont tout intérêt à se mettre effectivement tout de suite en TVA pour pouvoir récupérer lui-même la TVA sur ses propres frais et charges qu'il supporte. Voilà. Voilà. Et si effectivement, par contre, un GE donc, qui bénéficie de la franchise, il doit indiquer sur les factures TVA non applicable, article 293B, pour pouvoir bénéficier de cette franchise. C'est une obligation en fait assez importante. Après, sur la slide suivante, voilà, je vous ai mis les obligations d'ordre comptable et les obligations déclaratives du régime de la franchise. Alors, obligation d'ordre comptable, donc les assujettis qui bénéficient de la franchise en base de la TVA doivent tenir et présenter, sur demande du service d'impôt, un registre récapitulé par année présentant le détail de leur achat de biens et services, un livre journal servi au jour le jour, présentant le détail de leurs recettes professionnelles. Voilà. Appuyer des factures et toutes pièces justificatives. Bon, en gros, c'est pouvoir justifier que votre chiffre d'affaires n'a pas dépassé les limites de l'année considérée. Obligations déclaratives. Donc, les GE bénéficiant de la franchise en base n'ont pas d'autre obligation déclarative que de se faire connaître auprès du service des impôts. Voilà, pour les autres impositions, on a soumis l'obligation déclarative classique, pas de souci. Bon, ça après, déclaration, ça c'est pourquoi on se constitue, déclaration d'existence, mais vous connaissez sûrement mieux que moi, l'identification doit être faite dans les 15 jours du début d'activité auprès du CFE. Cette démarche est l'occasion pour le GE d'opter s'il le souhaite pour le paiement de la TVA. Sinon, vous parlez des factures, là, du coup, dans ce cadre-là, dans le cadre de l'article 293B. Ouais. Dans le cadre du 261B, c'est pareil, les jeux, dans leur facture, ils doivent indiquer pourquoi, dans la facture, non, pas une obligation. Non, alors, il y a pour certains régimes d'exonération, on n'exige pas que ça soit indiqué sur la facture, et 261B, voilà, on fait partie. On n'a pas besoin, parce qu'on parlait des déclaratifs, là, sur la facture, on n'a pas besoin de mettre le 261B. C'est pas une obligation, pour le 261B. Toutes ces exonérations dans les articles 261 et suivants, généralement, ne vont pas être mentionnées sur les factures. D'accord. Au contrario de...
Donc oui, ce que je disais, quand le GE se constitue, soit effectivement, s'il veut être soumis à la TVA tout de suite sans bénéficier de la franchise, il doit indiquer sur la constitution d'un GE, ça doit se faire avec un M0, il doit cocher la case je veux être soumis tout de suite. S'il ne coche pas la case, il bénéficiera de facto de la franchise en base au début, jusqu'à ce qu'il dépasse la limite de 35 000 €. Et à partir de là, il est tenu d'informer le service du dépassement et après, effectivement, d'acquitter la TVA. Voilà, donc rien de particulier sur ce régime de franchise en base qui ne devrait pas concerner beaucoup de groupements d'employeurs. Voilà. Après, alors je passe juste à la fin, je suis désolée, c'était un peu mélangé. Il y a un régime. Ah, pardon. Il y a un régime également qui doit concerner peut-être certains groupements d'employeurs. Ce sont les groupements d'employeurs agricoles de remplacement. Alors je précise sur de remplacement parce que ce n'est pas tous les groupements d'employeurs. Donc ce qu'il faut savoir, vous me dites si je vais trop vite, je ne vois pas de questions, donc pour l'instant je continue d'avancer, sinon vous mettez stop. Donc les groupements agricoles sont soumis aux impôts commerciaux au même titre que les autres groupements d'employeurs, mais il y a quelques dispositions particulières. Alors les groupements d'employeurs agricoles constitués uniquement d'exploitants non redevables de la TVA sont donc susceptibles de bénéficier de l'article 261B. C'est exactement ce qu'on vient de voir, pas de particularité. Par contre, on a un régime spécifique pour les groupements d'employeurs de services de remplacement en agriculture, constitués sous la forme d'associations, qui eux bénéficient d'un régime particulier. Donc là, en fait, on vise des services de remplacement qui sont visés au Code du travail sous les articles R 1253-14 et R 1253-30 du Code du travail, pour lesquels les services de remplacement en agriculture peuvent prendre la forme de groupements d'employeurs réalisant des prestations au profit de leurs adhérents. D'accord ? Et donc, l'administration fiscale, elle indique dans sa doctrine que ces groupements d'employeurs de remplacement, services de remplacement, donc du chef d'entreprise, etc., peuvent bénéficier de l'exonération visée à l'article 261.7.1a du Code général des impôts, dont bénéficient les opérations de mise à disposition de personnel ayant pour objet le remplacement des chefs d'exploitation ou d'entreprises agricoles et des membres non salariés de leur famille en cas d'empêchement ou absence temporaire tel que défini. Donc en fait, c'est un régime spécifique en ce sens où on dit, ben voilà, quand on est GE, service de remplacement, l'exonération de TVA dont on peut bénéficier, ce n'est pas la 261B, c'est une autre. Là, c'est celle de l'article 267.1a du Code général des impôts et qui bénéficie pour le remplacement des chefs d'exploitation ou entreprises agricoles et membres non salariés de leur famille en cas d'empêchement ou d'absence temporaire. Voilà. Donc, c'est spécifique à ces GE de remplacement. On n'est plus dans les conditions du 261B. Là, c'est une exonération qui est, j'allais dire, un peu plus, pas large, mais les conditions sont moins contraignantes et qui concernent ces GE agricoles de remplacement. Voilà. Après, c'est surtout un débat sur le fondement légal de l'exonération, quoi qu'il en soit. Voilà, c'est une exonération. Donc voilà, je crois qu'on a fait le tour. Après, j'ai mis quelques annexes avec... ah bah tiens, alors si, excuse-moi, je me souvenais plus que je l'avais mis. Tout à l'heure était posé, là on est dans les annexes au slide que je vous ai présenté. On se posait la question des activités d'intérêt général. Et ben, dans l'article 132, les activités d'intérêt général sont listées. Et là, effectivement, on les a là. C'est hospitalisation, soins médicaux et opérations étroitement liées, prestation de soins à la personne, livraison d'organes sans les humains, prestation de services effectués dans le cadre de leur profession par les mécaniciens dentistes, donc c'est du soin, prestation, activité exonérée, non, c'est pas là, je vous raconte des bêtises. Je les ai là. Vous les avez, oui, je vous raconte des bêtises, c'est pas dans cet article. Alors allez-y. Services postaux, soins hospitaliers, prestations médicales de soins, assistance et sécurité sociale, enseignement, éducation, sport, éducation physique, services culturels et audiovisuels. Voilà, c'est ce qui est visé comme intérêt général. Voilà, au niveau européen. Et donc, c'est probablement ces activités d'intérêt général qui sont reprises en droit français. Et donc, vos membres devront exercer l'une de ces activités d'intérêt général pour permettre au groupement de bénéficier du 261B. Du coup, ça, c'est un article. Bon, c'est lié à la jurisprudence. D'accord. D'accord.
Voilà. On a fait le tour. Écoutez, je vous laisse poser vos questions. Je ne sais pas quelle heure il est en fait. Il est midi. Il est midi, on est dans les temps. Parfait. Pour préciser aussi sur la fiscalité dans le cadre du CRGE, on avait travaillé justement avec le cabinet Francis Lefebvre sur la rédaction d'une note fiscalité, donc qui aborde bien sûr le 261B, mais tout le cadre fiscal général qui peut s'appliquer au groupement. Donc voilà, ça demandait pas mal de temps, mais on va la publier très bientôt. Voilà. Et puis peut-être pour rappel aussi, puisque là, on est dans le cadre d'une formation, même si c'est à distance, on organise en octobre à Bordeaux, les 22 et 23 octobre, une formation sur l'actualité juridique et jurisprudentielle. Vous êtes bien sûr les bienvenus pour nous voir en vrai. Et juste petite précision, tout à l'heure, je vous disais qu'on allait vous envoyer les supports. Non, on a animé une formation hier, c'est bien un peu parasité. Donc, il y aura un mail. Le support de l'ART est disponible sur le site, sur votre espace intranet. Hein. Tous les supports sont ensuite mis à jour pour que vous puissiez les imprimer et puis voilà, les lire tranquillement chez vous. Des questions par rapport à Il y a une question c'est Christelle, referez-vous un point sur cette thématique dans la note technique déjà? Oui, du coup dans la note fiscalité, et après au quotidien, il ne faut pas hésiter à nous solliciter sur ces questions-là, on vous répondra, voilà, et si on a besoin de se référer à notre avocate partenaire, on le fera. Donc merci à tous, très bonne journée et puis à bientôt. Et bon week-end. Oui, bon week-end, c'est vrai. N'hésitez pas à nous contacter au quotidien si vous avez d'autres questions. Merci à vous. Au revoir. Au revoir. Au revoir.